Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est déjà en bonne compagnie parce que je suis accompagné de Fabrice. Bonjour Fabrice. Hello, bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Et bonjour, bienvenue dans le bazar. Une fois de plus, ça commence à faire 3-4 émissions qu'on fait ensemble, au moins 3, je dirais. Oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, après, oui, c'est ça. Hein, puis bon, de toute façon, quand on est en bonne compagnie, on revient. Hein. Oui, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Donc, après avoir parlé de la 5e, après avoir parlé de la 3D, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Fabrice? Alors, aujourd'hui, on va parler du homebrew, ce terme qui fait peur à Mathieu, mon collègue Petite Mathieu. dédicace à Marc, si tu nous entends. Exactement, voilà, une petite dédicace à lui, où on peut traduire ça. Hein. Tous les deux, on n'aime pas le traduire, mais le fait maison. Voilà. On l'a placé. On reparlera pas plus après cela, on vous le promet, on restera sur le terme officiel. Le bon vieux terme homebrew, mais voilà, donc le fait maison dans le milieu du jeu de rôle, en quoi ça consiste, les conseils qu'on va pouvoir vous donner, parce que tous les deux, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, qu'on fait. Donc on va éclairer un petit peu tout ça, éclaircir, défricher un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur les différents types de homebrew et vous donner aussi quelques conseils par la bande. Voilà, mais ça va vraiment prendre le fil d'une discussion. On n'a pas de plan préétabli en disant on doit parler absolument de ça, etc. Donc ça va vraiment être une discussion. J'espère que ça va vous plaire. Donc, premier point déjà qui va être important d'éclaircir. Fabrice, le fait maison, le homebrew, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, le terme générique, on va dire ça, c'est pour tout ce qui est création que tu fais toi-même. Et ça peut prendre beaucoup d'aspects, étant donné qu'il y a plusieurs étapes ou groupes que tu vas faire. C'est que tu as la création globalement de scénarios et de campagnes. Donc, c'est un type de homebrew en particulier. Moi, j'aime bien le diviser comme ça. Et tu as l'autre côté homebrew, où ça va être tout ce qui est règles et création plus mécanique, que ce soit vraiment les règles ou rajouter des petites choses type des armes, des nouvelles classes, des nouvelles races, par exemple, où tu vas venir jouer un peu avec ce côté mécanique de rajout que tu fais toi-même et qui n'est pas officiel en fait. Tout ce qui est homebrew, c'est tout ce qui n'est pas officiel globalement et que tu veux mettre à ta table. C'est ça, et qui ne se trouve pas qui n'est pas forcément commercialisé, donc c'est des choses qu'on va pouvoir créer nous de A à Z. Et je rajouterais quelque chose sur ce que tu as dit. Donc il y a la création mécanique, ce que tu as dit avec les règles, les objets, les monstres, etc. On va avoir une création plutôt narrative dans le sens où on va créer une campagne, un scénario. Et je rajouterais une troisième catégorie qui se rapproche de la seconde, qui est la création d'un univers. Tout simplement d'un cadre de campagne, d'un monde, appelez-le comme vous voulez, mais un endroit dans lequel vous allez vous amuser. Donc moi j'arrive à discerner comme ça 3 grands niveaux qui peuvent être après séparés par des plus petits, par exemple c'est création mécanique, mais je crée un monstre, ce qui fait qu'il y a une partie de narration, une partie mécanique, mais on va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, vous avez compris, tout ce qui peut se trouver dans un jeu de rôle, que ce soit à la table ou en dehors diégétique ou extra-diégétique, vous allez pouvoir le créer et tout ça est regroupé sous le terme de homebrew. Donc, première question que j'ai pour toi, Fabrice, deuxième en fait finalement, vraie question sur un cas d'utilisation personnelle. Explique-nous un petit peu toi ce que tu es arrivé à créer dans ta vie de rôliste pour tes joueurs. Oula. Quel genre de homebrew pratiques-tu? Voilà. Oui, la majorité du homebrew que je fais, parce que j'ai des gamers à ma table, et donc en général je me concentre plus sur le côté homebrew pour créer des scénarios, des campagnes ou des univers, vraiment plus tout ce qui est narration, que le côté mécanique, parce que souvent ça fait des disputes à ma table. C'est vrai que mes joueurs ils veulent toujours des trucs OP et je leur fais ouais mais c'est pas mécaniquement, c'est pas pareil, où ils viennent avec un truc pour essayer de créer et puis en fait il y a leur vision de la chose, il y a ma vision à moi qui est plus du côté équilibré, qui se rassemble du vrai comment dire, l'équilibrage qu'on pourrait attendre du jeu de base, et puis ils font non mais on veut un truc plus puissant. Je fais ouais mais si c'est plus puissant ça fonctionne pas, l'équilibrage il est cassé, et du coup après on se dispute souvent. Tout à fait. Mais tu soulèves un point qui est assez important, mais avant ça je vais quand même donc toi tu vas plus gérer des cadres de campagne ou des scénarios et laisser la mécanique au jeu
le jeu que tu utilises à la base. Oui, enfin, j'essaye, à moins que la mécanique du jeu soit cassée comme ça peut être dans beaucoup de jeux, hein, on va pas se le cacher. Il y a certaines fois, tu te rends compte même toi-même, une fois que tu as quand même bien maîtrisé le jeu, que éventuellement certains monstres ou certaines classes ou autres ne sont pas mécaniquement équilibrés par rapport au reste de ce que tu peux retrouver sur le jeu. Et tu fais, ouais, là ils sont peut-être un peu foirés officiellement, et tu essayes peut-être de remonter un peu tout ça. Ou même de temps en temps, on chipote que pour créer quelque chose d'intéressant qui redonne du challenge quand tu vois que mécaniquement, au final, le niveau de difficulté n'est pas suffisant pour les joueurs et surtout de la façon dont ils le créent. Donc, de temps en temps, je rajoute un petit bonus par-ci par-là sur un monstre ou sur un objet pour leur donner plus de difficulté. Mais plus globalement, sur la narration. Ok, d'accord. Mais tu soulèves un point qui est quand même intéressant, c'est qu'on part à la base d'un jeu qu'on choisit pour faire notre homebrew. Est-ce que tu dirais qu'il y a certains jeux qui sont plus appropriés que d'autres pour faire ce genre de choses? Oui, tout à fait. Bah, déjà, quand un jeu va dans la partie maître du jeu ou meneur et tout ça, te donner des règles de création, clairement, pour compléter et créer toi-même tes objets, tes races, tes classes ou autres, indépendant de ton univers. Imaginons les vaisseaux spatiaux, créer tes propres vaisseaux spatiaux. Si tu as une liste et que voilà, tu es limité par un certain nombre, ou on te laisse une possibilité de création là-dessus, on te donne des règles de création. Ces jeux-là, en général, ont plus la possibilité de te lancer directement dans le bout, étant donné que tu es encadré sur ces points de règles spécifiques, tu es accompagné, étant donné qu'il y a des jeux où, au final, on te donne que des profils et on te fait, tu peux les changer. Il n'y a aucune règle dessus. Tu sais pas le calcul mathématique qu'il y a derrière, t'as rien. Et donc, c'est un peu à toi à bitouiller et de voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Oui, tu fais bien de préciser ça. Je vais tout de suite couper l'herbe sous le pied de quelques personnes qui vont nous dire oui, mais il suffit de prendre le profil de telle créature et de changer son nom. De toute façon, l'adage de tu prends Cthulhu et tu adaptes, bon. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez le faire, mais c'est vrai que quand perso je parle de création, je parle vraiment d'une création de A à Z en utilisant une recette qui m'a été donnée par le jeu. Si vous préférez, le jeu, c'est la recette qui va me dire de prendre un saladier, 300 grammes de beurre, un peu de farine et un peu de lait et des œufs, ça va faire des crêpes. Mais pour avoir ma crêpe, il fallait la recette. Mais si j'ai pris je sais pas moi, une crêpe de quelqu'un d'autre, je vais pas pouvoir en faire une pizza, même si je l'appelle pizza, mais ça reste une crêpe. Vous voyez ce que je veux dire ? Même comment ta crêpe est composée, c'est-à-dire tu regardes ta crêpe et tu essaies d'analyser, tu fais ouais, il y a certainement de la farine dedans et tout ça, si t'as pas le truc de recette derrière, hein, Ouais. t'es là, tu fais, ouais. Ou même la composition au final, t'es là, tu fais, ouais, bon, la crêpe elle goûte autant et puis t'essayes, tu bidules, tu prends des ingrédients, tu essayes de refaire ta crêpe toi-même. C'est un peu aller à tâtons, quoi. Des fois, c'est compliqué. C'est là qu'on crée un déséquilibre et qu'on se retrouve avec un TPK alors qu'on pensait que ça allait être simple. Exactement. Et non. Mais oui, c'est ça. D'après moi, j'arrive en lisant un jeu, à savoir, ça c'est un jeu qui est fait pour faire du homebrew, ça c'est un jeu qui a des choses dans son système qui sont très fortes et très ancrées dans l'univers dans lequel le jeu s'inscrit, et donc ça va être plus compliqué d'extraire ce jeu pour le mettre dans un univers. Je vais prendre deux cas opposés. Je vais prendre Donjons et Dragons 5, qui est pour moi un système de fantasy générique. Je dis bien pas système générique, mais système de fantasy générique, qui a une personnalité qui, on va dire, de super-héros en armure. Donc, je vais pouvoir créer mon univers. Il y en a beaucoup qui le font, mais on va créer notre univers en utilisant les règles de Donjons et Dragons et ça va très bien marcher. Et à contrario, si je prends Warhammer Fantasy par exemple, où beaucoup de choses mécaniques répondent à des enjeux de l'univers, pour moi, le système de Warhammer n'est pas un système de fantasy générique. Il a été fait pour Warhammer, parce que j'ai tendance à préférer ce genre de système quand je veux jouer dans des univers en particulier. Mais toujours est-il que si je veux l'extraire de là, l'univers que moi je vais proposer doit quelque part répondre aux mêmes enjeux que l'univers de base de Warhammer. Je sais pas si je suis très clair. Puisque la mécanique va répondre à un enjeu de l'univers. Oui. Bah, t'as ce côté-ci où t'as mon D&D, ça fait un peu peut-être maintenant partie, globalement, on te donne des univers, on te donne plein de choses et tout ça officiel, mais ça se rapproche quand même pas mal maintenant du système générique où on te fait créer
créer tes propres campagnes, créer tes propres trucs. Tu as beaucoup d'outils que pour aller dans cela, même si tu as beaucoup de choses qui restent officielles et on te fait, t'inquiète pas, si tu es perdu, tu peux prendre des trucs officiels, il y a pas de souci. Mais déjà, à la base, quand tu es sur D&D, tu as le triptyque, c'est ton jeu de base. Et quand tu as Warhammer, par exemple, tu as quand même un jeu qui se veut être de gamme, et qu'à ce moment-là aussi, il y a une grosse différence où on te donne juste la base, le core rule. On te fait, tu peux faire ce que tu veux avec, et tandis que sur certains jeux, on attend à ce que tu complètes la gamme que pour avoir tous les trucs mécaniques, tous les trucs d'univers et compagnie, où on va te donner au fur et à mesure des choses à voir et des règles en plus aussi. Oui, mais tout à fait. Et il y a encore des attentes et des choses qui sont faites par les éditeurs où ils vont s'attendre à ce que tu fasses du homebrew et ils vont t'aider, mais tout en te donnant ou pas un cadre. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, pour la 5e, techniquement, si tu veux pas faire de homebrew, tu prends le Player Handbook et le Monster Manual et tu n'auras quasiment pas besoin de lire le DMG et tu es capable quand même de lire. Les objets magiques. Ouais, les objets magiques, elles sont dans le DMG, les objets magiques? Oui, oui, c'est un peu pour ça d'ailleurs. À un moment, je m'étais fait, je n'ai pas besoin du DMG, je comprends tout à fait, je suis MJ depuis 15 ans maintenant, je n'ai pas besoin d'un bouquin qui s'appelle le Dungeon Master, je sais très bien. Puis j'ai fait, il y a tous les objets magiques dedans, je suis obligé de l'acheter. Bon, vous les achetez pour les objets magiques, mais vous avez quasiment pas besoin de lire le reste, les adaptations de règles, changer des choses, etc. Et c'est là-dedans que vous sont données les recettes pour créer les choses, vraiment. Tout ça, c'est une partie que si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas avoir besoin. Alors que si vous achetez un jeu avec un univers très fort, on reprend l'exemple de Warhammer, vous avez tout en un. Et là, on s'attend véritablement à ce que vous jouiez dans les aventures proposées, dans l'univers proposé, avec tout ce qu'il faut pour rester dans ce monde-là. Mais par contre, que ce soit un peu tout ce que fait Cubicle 7 autour de Warhammer, que ce soit Soulbound, Warhammer Fantasy ou Imperium Maledictum ou encore Wrath and Glory. Il me semble pour Wrath and Glory, mais c'est peut-être on va dire là où je suis un peu le moins à l'aise parce que c'est vraiment la gamme que je connais le moins. Mais on s'attend à ce que vous jouiez dans cet univers, mais on va vous sortir plein de suppléments qui vont vous permettre de faire du homebrew en termes d'aventure. Et leurs suppléments s'axent autour de telle région, des nouvelles options de personnages, changer votre campagne, etc. C'est ça. Ou même les bonnes initiations, notamment sur Warhammer, ils te donnaient toute la cité de Uberstrike. Je me trompe toujours sur la prononciation du nom. Vous pouvez me fouetter dans les commentaires. C'est pas Uberstrike? Peut-être, voilà. À chaque fois, je me trompe. Donc, à ce moment-là, il te présente un peu la cité, il te donne une aventure à jouer directement dedans, mais il te donne plein de petits points où tu explores et ils te font... tu peux explorer s'il y a ça à faire en tant qu'homebrew, des accroches d'aventure. Donc, tu as quand même un peu les deux pendants, je pense, sur les produits Cubicle 7 à l'heure actuelle. On vous donne quand même tout ce qu'il faut pour jouer dans cet univers. Et je pense pas que l'éditeur à ce moment-là s'attende à ce que tu dises hey, je vais prendre le système pour aller créer mon propre univers et faire mes affaires de mon côté. Bon. Là où, on va dire, je prends vraiment qu'un exemple, me flagellez pas dans les commentaires, je sais, mais on va dire que Donjons et Dragons, ça les dérange pas et ils s'attendent à ce que vous preniez leurs règles pour aller les mettre ailleurs. Même le Traveler, que tu as pu longuement en parler. Justement, on s'attend aussi éventuellement, au même titre, à ce que tu fasses plus de création de maison, où on te donne les outils, en tout cas, pour pouvoir le faire, avec tous les points, avec les systèmes, les différents niveaux de technologie et compagnie. Tout à fait. Traveler, c'est un excellent exemple dans l'idée, même en termes de gestion de gamme d'un point de vue éditorial, puisque vous avez la gamme Traveler au niveau des règles, qui est là pour faites du homebrew, ok, il n'y a pas d'univers qui vous sont donnés quasiment. Ensuite, vous avez des suppléments qui, d'ailleurs, c'est identifié sur le dos. Vous avez un petit symbole. J'ai un doute, donc je vais pas dire quel symbole, mais sur le dos, vous avez un petit supplément qui vous dit ça fait partie du supplément de l'univers officiel Traveler. Voilà. Vous avez les suppléments sur le 3e Imperium, etc., etc. Mais si ça vous intéresse pas, les prenez pas. Allez jouer dans vos univers avec les suppléments de règles qui sont sortis, suppléments de matériel, etc. Et maintenant, vous avez même des sous-gammes dans la sous-gamme, où par exemple, là, on a la 5e guerre des frontières qui a éclaté.
et bah, tous les suppléments sur la Fifth Frontier War, et bah, c'est une gamme en soi, c'est une sous-gamme. Donc vous pouvez continuer à jouer dans l'univers officiel sans prendre en compte ces éléments-là parce que ça vous intéresse pas, ou vous pouvez aller faire que des événements liés à la guerre et vous allez acheter juste les suppléments liés à ces événements-là. Puis sinon vous faites comme d'autres et vous achetez tous les suppléments de toutes les gammes et vous achetez une nouvelle Billy. Donc ouais, d'un point de vue éditorial, il y a beaucoup de jeux qui vous permettent de faire du homebrew et où vous allez être plus ou moins bien accompagné par l'éditeur. Là on parle de gros jeux, mais je prends par exemple les jeux du Grumpf avec Cœur Vaillant par exemple, où là il vous donne la recette complète, il vous donne un petit morceau d'univers, mais sinon vous avez la recette complète pour aller créer vos univers. Fantasy Edge c'est pareil, ça va être, on vous donne tout pour... De toute façon, même tout ce qui est système générique, on attend à ce que tu crées toi-même. Quand on parle de Fate, Grups qui est un peu moins connu par chez nous, mais au niveau des Anglais, ils aiment bien. C'est GURPS. Et pas Grups. Voilà, quand je vous disais que je massacrais les noms, comme toujours. Il y a tout ça de systèmes. Après, même dans les systèmes qui se disent génériques, on te fournit souvent des suppléments. On va te faire, c'est un supplément science-fiction. On va te donner plein de règles de science-fiction ou tout ce qui va avec. Enfin, ça dépend. Des fois, ça commence tout petit et puis ça s'étend. Et puis même dans certains systèmes, on va te dire tu as un système, par exemple, je pense que c'était Conan ou Solomon Kane que tu peux retrouver en système Fate. Et à ce moment-là aussi, tu as un univers fort officiel, en tout cas officiel, qui a choisi d'adapter ça en système générique. Tu vas te retrouver à pouvoir éventuellement plus facilement faire du homebrew quand c'est supporté sur un système qui se veut plus générique dessus que sur un système typiquement maison qu'ils ont pu créer. D'ailleurs, je trouve qu'on en fait de moins en moins des systèmes maison à l'heure actuelle sur les jeux. Je te dirais, ce que je vois le plus, c'est un éditeur qui crée son système. Free League avec leur système, ou bien le Modifius avec le 2D20. Tu parlais de Conan, c'est un très bon exemple. Ben, vous avez le Year Zero Engine d'un côté, le 2D20 de l'autre. Ils ont leur déclinaison générique, puisque depuis les histoires avec Wizard et l'OGL, tout le monde a dit bah, vous pouvez utiliser mon système et moi je viendrai pas vous chier dans les bottes. Donc vous pouvez utiliser leur système à eux et faire ce que vous avez envie de faire dans vos univers, etc. Ils vous donnent tout pour ça. Mais de l'autre côté, eux sortent plein d'univers qui utilisent des fois des univers à licence, hein, Alien d'un côté, Conan de l'autre par exemple, ou Star Trek pour quelque chose d'un petit peu plus récent. Et vous allez retrouver ce système qui est à la base maintenant générique. Mais c'est vrai que des systèmes taillés sur mesure pour un jeu, il y en a plus beaucoup. Je dirais que Cubicle 7 font encore pas mal d'essais de leur côté, mais ils ont été faire un tour du côté de la 5e et ils ont dit ah non finalement c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que des systèmes taillés pour un jeu, ça commence à être un petit peu plus rare. C'est peut-être encore quelque chose de très français, je dirais. C'est peut-être encore possible ça. Mais en tout cas, mais c'est aussi une prise de risque parce qu'au final, à l'heure actuelle, quand tu crées ton propre système, c'est prendre le risque que ton système ne fonctionne pas et que les gens éventuellement n'accrochent pas à ton système, tandis que tu peux reprendre le LM adage, tu prends la 5e édition ou tu prends Cthulhu et tu adaptes, voilà, hein, tu utilises les systèmes que tout le monde utilise, ton jeu se vendra éventuellement un peu plus facilement, même s'il y aura toujours éventuellement des commentaires de dire ah, le système de jeu, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu faire un système maison pour que ça supporte vraiment l'ambiance du jeu? Parce que ça aussi, ça dépend si ton jeu a une ambiance particulière, est-ce que ton système reflète dessus, ou juste avec une petite greffe de système en plus sur un système déjà existant, tu peux rendre ça correctement. Ça, c'est tout ce qui est lié aussi au game design. Ça va être des décisions qui vont être faites en amont en disant ok, j'ai adapté mon game design pour qu'il réponde aux enjeux de mon univers parce que mon univers il est comme ci, comme ça. Et voilà les grandes règles de cet univers qui vont devoir se refléter dans le système. Là-dessus, moi je vais tirer mon chapeau, mine de rien, à Black Book Edition. Puisque je trouve que les adaptations qu'ils arrivent à faire avec leur système de chronique oubliée, que je n'aime pas beaucoup à la base, bah, mine de rien, ils arrivent quand même à transmettre des goûts totalement différents. Je veux dire, tu prends Chronique oubliée, Fantasy, Galactique, que j'aime pas beaucoup, ou Cthulhu Origin par exemple.
Je trouve que dans Cthulhu Origins, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent avec l'univers, etc. Enfin, après, j'ai pas encore eu beaucoup de retours là-dessus, mais ça me paraissait ok, quoi. Même s'ils utilisent la même base. Ouais. Et on pourrait même presque te parler de homebrew officiel, étant donné qu'ils prennent leur propre système et puis ils changent un peu. Oui, Chronique oubliée, c'est vraiment un bordel complet. C'est vraiment pas un système que j'apprécie beaucoup, mais quoique, c'est un des meilleurs systèmes avec lesquels j'ai pu tester avec mes enfants, avec leur Chronique oubliée mini. J'avais trouvé ça très bien. Voilà. Et mes enfants, qui à l'époque, ma fille avait 7 ans, et elle avait tripé dessus comme jamais, et comprenait tout, et c'est assez rare pour être noté. Donc ça c'est pour, on va dire, d'un point de vue éditorial, choisir son jeu pour l'adapter. Et c'est vrai que tu as mentionné les systèmes génériques comme le Cypher, GURPS et tout. Bah là, il n'y a pas mieux. Hein. Si vous voulez pas créer de système, mais que vous voulez tout faire homebrew, vous êtes tranquille avec ce genre de système. Même si tous les systèmes génériques ont généralement comment dirais-je, une direction dans laquelle ils veulent vous emmener. Exemple, Savage World, ça va être plutôt pulp. Donc, est-ce que ce que vous voulez faire va répondre à ces enjeux-là? Pardon, j'allais zozoter. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est facile à changer. Ça me paraît être une pente glissante, puisque si vous voulez prendre un système, mais le transformer complètement pour qu'il ne ressemble plus à ce qu'il était à la base, peut-être vaut-il mieux partir sur un autre système à l'origine. Partir sur une crêpe pour faire une pizza, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ouais, tout à fait. Même selon du jeu, des fois, tu as des jeux qui changent de système du tout au tout. Par exemple, un des jeux que j'adore et que les deux systèmes, pour moi, bon, ils sont un peu foirés, c'était donc Sion, où tu joues des enfants de Dieu, un peu à Percy Jackson et compagnie. Où première édition, c'était vraiment White Wolf, vampire, loup-garou et compagnie. Tu te retrouvais attribué tout ça. Ils ont repris plus ou moins la même chose avec le système Story Pass pour la deuxième édition. Et ils ont greffé plein de sous-systèmes dessus, ce qui rend, pour moi, usine à gaz, pas possible. Mais voilà, quoi. Pour un même jeu, tu peux te retrouver avec deux systèmes qui essaient de refléter une ambiance. Aussi, Et ça peut être le bazar, effectivement. Mais là, on est en train de glisser un petit peu vers le game design. Et il y a une émission qui doit être sortie au moment où vous regardez cette vidéo, où on est revenu avec d'autres invités sur le game design, etc. Donc, je vous encourage à aller la voir si ça vous intéresse. Mais pour revenir un petit peu plus au homebrew, donc je vais donner une petite anecdote personnelle sur des choses que moi j'ai pu faire en homebrew. Majoritairement, moi je vais me concentrer sur tout ce qui va être narratif, on va dire. Que ça soit une aventure qui prenne lieu dans un univers qui existe déjà, que ce soit un univers officiel, ou alors un univers que j'ai créé. Dans ce cas, je vais faire une aventure dans un univers que j'ai créé. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'une première campagne qui va se passer dans cet univers, en général, je vais les concevoir en même temps. Je vais avoir mon idée de campagne. Je vais commencer à écrire des choses. Bon, évidemment, je sais que ça va être de la fantasy ou n'importe quoi. Bref, j'ai mes grands thèmes. Je vais commencer à écrire les choses nécessaires à ma campagne et ensuite, je vais rajouter de la viande autour de l'os. Dans ce cas-là, l'os, c'est la campagne. Et mon univers va s'adapter, en tout cas les propositions et ce que j'ai besoin. Mettons, on arrive dans une ville, ok, je vais créer la ville avec tous ces enjeux, ces machins. Et ensuite, autour de la ville, je vais aller créer le pays. Puis hop, je vais grandir comme ça. J'aime bien partir de l'histoire pour créer l'univers, même si plus tard je vais jouer d'autres histoires dans cet univers. Donc il faut quand même que je le garde à l'esprit, que tout ne tourne pas autour de l'histoire que je suis en train de créer. Je sais pas toi comment tu gères ça, Fabrice. Alors j'ai fait les deux, c'est-à-dire que, et d'ailleurs je conseille ça pour les débutants. Donc si vous demandez par où commencer à créer votre propre homebrew de création d'univers, c'est-à-dire partiez d'une histoire ou d'un scénario que vous voulez faire jouer ou une campagne. Et commencer par implémenter le premier village dans votre univers où l'aventure va se débuter. Et éventuellement, s'ils doivent se déplacer sur un deuxième village ou les environs, vous créez au fur et à mesure et vous étendez votre univers au fur et à mesure. Ça, en général, c'est ce que je conseille pour débuter et d'aller sur cette progression de création d'univers qui suit en final l'avancée de votre campagne.
pense que c'est ce que tu disais un Oui. peu. Et à contrario, il y a aussi des moments où j'ai créé toute une carte, tout l'univers, toutes les régions, tous les seigneurs et machin. Et je fais, ok, où est-ce qu'on va jouer maintenant? Donc j'ai pu faire les deux, mais c'est surtout que d'un côté, je trouve que l'approche est plus intéressante quand tu crées ça, étant donné qu'éventuellement ton groupe a peut-être un avantage de t'amener des choses que tu n'as pas prévues quand tu crées ton univers et que tu t'étends comme ça au fur et à mesure, qu'au moment où tu fais ta création personnelle de tout ton univers, ou en tout cas d'une région, des grosses régions, ou en tout cas tu défriches beaucoup de ton côté avant de commencer à jouer ta campagne dedans. Et là, bah, ça peut être plus un kiff personnel que tu fais et que tu aimes bien créer. Ça aussi, c'est quelque chose que les auteurs souvent font, c'est quand ils créent leur univers, des fois ils créent tout ce que tu as sur l'univers. Quand on voit Tolkien, il a fait les dieux, les machins, toute l'histoire et compagnie avant de faire le Bilbo, Seigneur des Anneaux dedans. Et que ça peut être aussi un côté où tu apprécies. Et je sais que même il y a un délire là-dessus où tu as des maîtres du jeu, ils créent plein d'univers et ils jouent à peine dedans. Oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment créer des univers, mais une fois qu'ils sont partis, ils savent pas forcément non plus quoi en faire, ou c'est juste pas leur truc, et voilà, ils repartent, puis on se fait comment, hyper par une nouvelle campagne officielle qui va sortir, on va jouer la campagne, on revient jamais dans notre univers. Oui. Et t'as des gens, ils ont des classeurs entiers d'univers. Ouais, mais il y a quelque chose que tu dis là qui m'intéresse, puisque créer l'univers avant de créer une histoire qui va se dérouler dedans, moi, il y a toujours un premier problème qui se pose à moi, et après, je vais te poser la question inverse, mais le premier problème qui se pose à moi, c'est que je sais jamais comment créer quelque chose qui va être crédible et par quoi je commence. Parce que j'ai créé une carte, j'ai placé des points, ok, bon, j'ai suivi un tuto sur YouTube, peu importe, j'ai placé des points qui vont être mes villes, mais une fois que je suis là, moi, j'ai toujours le truc de, bon, bah maintenant, si je zoome dans ce pays, mettons, comment il fonctionne, à quoi ressemble la vie, quels sont les grands enjeux. Je me retrouve comme noyé de choses à faire, et c'est tellement vaste que j'ai du mal à focus sur un point. Ah, je sais pas comment toi tu fais ça. Oui. Ça dépend, parce qu'en général, j'ai toujours au moins une petite idée du type de campagne que je veux faire. Et par exemple, ça a été le cas où je voulais jouer une campagne, c'était de l'horreur gothique. Donc je savais que pour moi, il fallait que je crée un pays, où je crée un univers où tu allais avoir ton horreur gothique dedans. En tout cas, une région où l'horreur gothique allait se dérouler. Et que mes joueurs allaient venir de l'extérieur. À ce moment-là, il fallait des pays extérieurs aussi. Donc à ce moment-là, tu crées tout ton univers et tu commences à définir, ah, telle région, elle serait bien pour ci, telle région, elle serait bien pour ça. Et au fur et à mesure que tu vas peut-être zoomer ou tu t'interroges sur ta campagne ou l'aspect de ta campagne, si l'horreur gothique, il me fait OK, l'horreur gothique, qu'est-ce qu'on a dans l'horreur gothique? Tu as des tours, éventuellement, des cryptes, et donc tu les places ou tu cherches où tu vas les placer éventuellement dans ton truc si tu les as déjà pas placés. Et à contrario, si tu veux jouer un autre type d'univers ou de thématique, imaginons tu veux quelque chose type politique, intrigue, guerre, tu fais OK, ma guerre elle va se passer où? Tu regardes ta carte, tu fais OK, j'ai 2 pays voisins. Est-ce qu'ils ont des trucs vachement différents, imaginons anglo-saxons, francs, hein, tu sais, la guerre de 100 ans, tout ça. Hein. Ouais. Est-ce que tu remettrais pas une petite guerre de 100 ans à ta sauce là-dessus? Ou éventuellement, c'est le début du conflit. Est-ce qu'éventuellement un territoire a été divisé suite à la mort d'un souverain? Et donc, ton territoire, tu le divises en 3 maintenant. Et en fait, toute l'intrigue de ta campagne, c'est la personne qui va pouvoir reformer le royaume suite à des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, tu peux créer, il faut toujours garder éventuellement à l'idée au moins quelque chose ou quelques idées de campagne, et même tu peux en créer plusieurs. C'est-à-dire que tu peux proposer plusieurs types de campagnes à tes joueurs. Tu fais, OK, dans mon univers, on peut créer une campagne d'exploration, et donc là, tu vas dans les territoires dits inconnus. Hein, tu sais, t'as rien mis sur ta map, ou limite, tu les fais avec tes joueurs, ou justement, tes joueurs veulent une campagne épique avec des guerres, des princesses à sauver, des territoires à conquérir. Bah, à ce moment-là, tu diriges vers là où tu as créé toute ta zone de conflit. Ou alors, tu as typiquement, tu reviens sur Donjons et Dragons, tu as de l'exploration de donjons, bah, il faut les placer quelque part, tes donjons. Et éventuellement, tes donjons, il va y avoir des trucs autour qui vont faire en sorte que tu as les grands temples élémentaires ou des choses comme ça, bah, ça définit aussi l'endroit de la région, ou même s'il y a un antre de dragon, aussi la région va être impactée là-dessus. C'est un peu à toi à voir, de savoir ce que tu veux faire. Il y a plusieurs angles aussi, hein. Tu peux aussi partir sur une bête zone.
tu zoomes sur ta carte et tu fais ok, genre il y a un point qui m'indique qu'il y a une ville ici. Ok, qu'est-ce que je peux faire en sorte, qu'est-ce qui va se passer dans cette ville, et tu inventes sur place, ou tu lances des dés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour t'aider à la création, que ce soit en PDF, site web, génération. Je sais que des fois, moi je me suis lancé sur des campagnes avec, dans les bouquins, il y avait deux, trois phrases, tu jetais et ça faisait une addition de... Là, tu abordes des thèmes que j'aimerais aborder, creuser après. Là, t'as fait exploser mon cerveau. Il y a 50 000 trucs sur lesquels. C'est pour ça que j'étais en train de. Comment je fais pas prendre des notes? Je vais oublier les questions. Mais tu vois, là, t'es parti de haut pour aller plus bas. Et c'est vrai que le coup de s'inspirer de. Qu'est-ce que je veux faire comme campagne? Tu parlais de l'horreur gothique. Bon, bah, je vais avoir ça à inclure dans mon univers. Et je repars de ces éléments pour faire un univers cohérent. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est ok, je fais une campagne de fantasy toute bête avec le classique de la fantasy, donc les maisons sont des maisons médiévales fantasy classiques, etc. Mais on arrive dans un village. Ok, déjà, on est en quelle saison quand je vais commencer ma campagne? Moi, j'aime bien gérer ça pour savoir un peu comment fonctionne l'univers en termes de saison, tout ça. Je commence par me poser ces questions-là. Quel type de population on va rencontrer? Pourquoi on va les rencontrer? Et je commence à creuser tout un tas de questions comme ça. Exemple, ok, il va y avoir majoritairement des nains. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des nains dans ce village-là? Est-ce qu'il y a une colonie naine pas très loin? Est-ce que, je sais pas, il y a des montagnes? Est-ce que ce sont des nains qui ont des relations commerciales avec d'autres nains qui vivent dans les montagnes? Donc, ok, donc je place une montagne là-bas puisqu'ils ont des relations commerciales. Donc, je vais commencer à créer comme ça. Pareil, bah, une maison, elle est en bois ou elle est en pierre? Elle est en bois. Donc, il y a forcément une exploitation forestière dans le coin parce qu'on ne fait pas venir le bois de super loin, à moins que, ça peut être intéressant aussi, à moins que le seigneur il ait décidé de faire des maisons en bois dans un endroit où il n'y a pas de bois et donc ça devient un enjeu du village de faire venir du bois, machin. Donc, tu commences à créer comme ça. Pareil, un truc que j'adore faire, c'est on arrive à l'auberge, on s'assoit. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit dans ce village? Ouais. Bon, en général, ce genre de choses, pour moi, c'est ces moments-là où tu marches tout seul, où tu es sous ta douche et tu fais « Ah, je mettrais bien ça, je mettrais bien ça. » Je n'osais pas le dire. Mais c'est un peu comme préparer sa campagne en faisant des voix de PNJ dans sa voiture tout seul. Oui, c'est ça. C'est le genre de détail que tu réfléchis et que ça tourne dans ta tête et que par la suite, c'est là qu'il faut prendre un petit bloc-notes ou avoir une petite application pour noter les choses. Sinon, on les oublie souvent et je vous conseille de faire ça quand vous réfléchissez à ce genre de choses parce que on passe souvent dans l'imaginaire à autre chose et puis on oublie ce qu'on a déjà pensé. On fait, ah, j'avais pensé à un truc bien, ah, je m'en souviens plus maintenant. Ah, mon téléphone est rempli de notes à la con comme ça. La dernière fois, j'en ai rouvert une, je savais plus du tout ce que c'était. Ah oui. C'était un rat mange un chien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Je ne sais pas. Un début de campagne? Je ne sais pas. Ouais, c'est un rat mange un chien. Et j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'un rat pouvait manger un chien, dans quel contexte j'ai écrit ça, incapable de me souvenir de pourquoi j'ai écrit ça. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que j'aime bien partir du petit. Ok, on est dans une auberge, on commence par le bâtiment, pourquoi il est construit comme ça, d'où viennent ces matériaux, tout ça. Ensuite, la nourriture, pourquoi, comment, la population, le type d'environnement, et au final, en partant de ça, vous allez vite vous rendre compte que vous venez de créer le pays. Et ensuite on développe. Alors soit vous pouvez juste vous en tenir au squelette, c'est-à-dire que vous partez du squelette de votre campagne et vous faites que ce qui est nécessaire pour votre campagne. Donc vous pouvez quand même créer une carte en disant bah ici il y a un territoire mais on s'en fout, on n'ira jamais dans la campagne. Attention, ça peut jouer contre vous parce que les joueurs vont vouloir y aller et vous allez vous retrouver à une semaine à faire faut que je crée un pays. Voilà, ça peut être un peu compliqué, mais vous n'êtes pas obligé d'inventer absolument tout non plus. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Vous placez quelques petites choses bien classiques. Des fois, c'est bien aussi pour les joueurs, ça les apaise, ça les rassure d'être dans des choses qu'ils connaissent. Mais par exemple, si vous utilisez un jeu avec des divinités assez fortes et très connues, exemple Donjons et Dragons, bah, vous n'êtes pas obligé de tout réinventer, vous pouvez réutiliser les divinités de Donjons et Dragons dans ce cas-là. Et donc, rien qu'en partant de ces divinités, quelle est la place de la religion dans la société, etc., etc. Et ça vous permet comme ça d'étendre vos connaissances sur votre univers et de créer les choses que vous avez besoin. Voilà. Tout à fait. C'est les choses à se poser. Qui gère le lieu dans lequel vous arrivez?
Est-ce que c'est un maire, un bourgmestre est-ce que c'est des anciens est-ce que c'est quelqu'un qui est pioché au hasard tous les ans Ouais. Et le système politique, d'ailleurs, si vous faites une campagne politique, c'est primordial, vous devez vous en occuper. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un conseil, un machin, un truc, comme tu disais? C'est obligatoire parce que ça peut induire des choses liées à ce système politique. Exemple, c'est une théocratie. Donc on a un système religieux très fort en place. Donc forcément, le village qui est sous la théocratie doit répondre aux règles de la religion. Ça crée des lois aussi. Et il y a forcément une église, peu importe comment vous l'appelez, mais un lieu de culte dans ce village. Voilà. Et donc ça doit quand même... le système politique peut avoir des incidences sur la vie tous les jours. Si vous faites un royaume ou un empire, on va dire classique, sans enjeu très fort, ça va peut-être moins se voir, par contre, c'est sûr. D'ailleurs, un point, hein, quand vous faites un empire, créez un empereur. Parce que le nombre de fois où je vois les Américains créer des rois pour diriger des empires... ça c'est un point qui, à chaque fois, ça m'énerve parce qu'ils ils ne savent pas la différence entre les deux, j'ai l'impression. C'est que, normalement, tu es censé avoir... en tout cas, celui qui dirige, parce que tu peux avoir un empereur et des rois sous lui, justement. Mais tu as toujours celui qui dirige, c'est le roi. Non, c'est pas comme ça, il s'appelle pas le roi, c'est un empereur. Ouais, ça doit être l'empereur ou l'impératrice, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est pas, le titre n'est pas censé être roi. Et aussi, petite anecdote sur le côté où tu disais, justement, ça peut informer sur les lois et compagnie, tout en restant dans Donjons et Dragons, où tu as la magiocratie, où c'est les mages qui dirigent. Oui. Et à un moment, j'avais créé toute une cité ou un pays, enfin, un peu le Vatican. T'imagines un peu cité du Vatican et tout ça. Et en fait, tous les mages et les lanceurs de sorts étaient vus comme des citoyens qui avaient des droits et tout ça. Tu n'étais pas un lanceur de sorts, tu étais un animal. On te tuait dans la rue. Limite, on te donnait 5 silver. Voilà, pour votre peine, pour votre ami. Voilà. C'est genre, la personne qui tuait ton compagnon, il avait une amende, c'est tout. C'était comme si tu venais de commettre un délit mineur, quoi. Voilà, c'est ça. C'était comme ça. Et les gens, ils se disent, oh, what? Ouais. Mais c'est vrai que faire ce genre de choses, c'est quand même très fort. Il y a ça aussi à prendre en compte dans votre campagne. Si vous les emmenez là, ça me permet d'inclure un sujet que je voulais mettre, mais si vous les emmenez là, attention à la frustration que ça pourrait engendrer. Par exemple, si vous avez fait une campagne dans Midnight, c'est un univers très fort. Je brosse très rapidement. Le mal a gagné, les gentils ont perdu et tout ce qui est lanceur de sorts est interdit. La religion est interdite. Lire et écrire, c'est interdit. Si vous êtes autre chose qu'un humain, vous risquez de vous faire tuer à vue. Donc attention quand vous êtes dans ce genre d'univers, que ça ne vienne pas en conflit avec vos joueurs qui, eux, s'attendaient à une campagne de Donjons et Dragons classique, ok? Ouais. Donc, je vais créer un elfe magicien, ok, t'es dans Midnight, tu meurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait partie des choses que quand vous créez votre univers ou créez vos campagnes en session 0, hein, la fameuse session 0, faites-la quand même, en tout cas pour ça, pour vraiment rassurer ou savoir que les joueurs et vous-même avez la même attente, parce que des fois, même si vous jouez avec vos amis, l'univers que vous voulez explorer à ce moment-là va pas convenir, ou ils sont là, ah non, c'est pas du tout mon délire de jouer comme ça, sur un univers noir, Midnight, ou au contraire bucolique, où il n'y a pas d'ennemis et que tu passes ton temps à te promener et à ramasser des fleurs. Ça peut aussi être un délire comme ça dans certains jeux. Oui, soit l'ami accepte et que ce soit comme ça et qu'il prenne sur lui, ou tout simplement il reviendra pour la prochaine campagne et il n'y a pas de souci. Oui, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais vraiment, essayez d'en parler effectivement à la session 0 pour ne pas qu'il y ait de frustration. Et si jamais vous voyez en cours de partie qu'il y a une frustration qui commence à s'installer, je reprends l'exemple de ton pays, on va l'appeler le Vatican, mais donc on va au Vatican et on est considérés comme des moins curieux, etc. Ça peut être marrant, peut-être les 2-3 premières sessions, il y a peut-être des joueurs qui vont triper là-dessus. Il y en a peut-être d'autres qui vont commencer à se dire, bon, quand est-ce qu'on se barre? Ça commence à être lourd, quand est-ce qu'on va ailleurs?
Là, à vous aussi d'adapter votre campagne peut-être pour dire bon, ok, j'avais prévu un arc alternatif dans le Vatican, mais finalement on va peut-être couper ce bout-là et on va les ramener ailleurs parce que je vois que ça commence à créer de la frustration. Donc c'est aussi attention à faire attention au, comment dirais-je, au retour de vos joueurs et à comment est-ce ils le perçoivent tout ça. Parce qu'il y a aussi une des choses, éventuellement, quand vous faites du homebrew et tout ça, c'est que vous pouvez créer beaucoup de choses et vous avez envie que vos joueurs suivent une trame particulière, comme une campagne officielle, ou alors vous êtes plus laxiste et vous partez sur un système bac à sable. Et là, à ce moment-là, souvent, les joueurs ils font ah non, on va se barrer. Prenez ça en compte et justement, lors de votre préparation, évitez de trop préparer dans un seul sens si vous savez que vos joueurs vont être assez libres d'aller à droite et à gauche. Et aussi, c'est des choses à en parler en session 0, de savoir est-ce qu'on suit la trame principale ou on essaye en tout cas d'aller vers ça, où les joueurs sont libres d'aller vagabonder un peu où ils veulent. Mais justement, Fabrice, ça me fait penser à une petite chose. J'ai pas envie de créer absolument tout. J'ai pas envie d'arriver dans une session et d'avoir dû créer un marais, ses habitants, ses machins, et puis le village d'à côté, et puis la forêt, et puis la carrière de pierre, parce que mes joueurs, je sais pas ce qu'ils veulent faire. J'ai pas envie non plus d'être railroad et de les emmener exactement là où je veux. Comment je fais pour gérer ça, Fabrice? Ah, ça c'est compliqué. Déjà, une des choses, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand tu fais des homebrew, ça prend beaucoup de temps. Et soit tu as du temps, soit tu as de l'argent, hein, souvent, parce que tu as beaucoup de choses qui peuvent exister de déjà fait, et au final, tu fais du patchwork. Ce que j'appelle ça, c'est que tu vas créer, ou en tout cas, tu vas chercher tes marais, ou même tes aventures, ou tu peux même prendre des aventures officielles, où tu te fais, ah, je vais prendre un bout de ci, je vais prendre un bout de ça, et tu commences à mixer le tout pour créer, entre guillemets, ton univers, ou refaire ta propre sauce. Donc tu as cette possibilité-là, tu as des outils aussi qui sont là que pour aider, tu as beaucoup de battle map et compagnie, hein, qui peuvent justement te mettre dans cette ambiance-là. Soit tu réutilises tout fait, soit tu te lances vraiment dans la création. Mais bon, si tu ne veux pas le faire, c'est que t'as pas forcément les outils que pour, ou le temps que pour. Et ça, c'est un peu plus compliqué, malheureusement. Et en général, il faut prévoir ça à l'avance. Si tu n'as pas forcément le temps ou les moyens à investir, de prévoir quand même à l'avance, ou d'en parler à tes joueurs, de dire « Ah ouais, non, n'y allez peut-être pas par là ». Et pour ça, je le prendrais comme un échec, quand même. Devoir dire aux joueurs, ouais, on n'allait pas par là parce que j'ai rien préparé. Après, être bon en improvisation, ça c'est toujours quelque chose qu'il faudra gérer quand vous laissez un peu vos joueurs aller à droite et à gauche. Et de ne pas avoir peur de ne pas trop préparer. C'est-à-dire, des fois, j'ai fait des séances de 4 heures de jeu. J'avais l'équivalent d'un bloc-notes. J'avais 3-4 points. C'est juste qu'il faut être bon à improviser. Et pour être bon à improviser, faut commencer à improviser. C'est souvent ça où le bas blesse. Et même tes joueurs, faut dire, ok, la campagne, je vais improviser beaucoup. Et même tes joueurs te prendront moins au dépourvu en disant ah oui, non, sur mes notes, il y a ça et tout. Et puis, ah oui, peut-être. Ouais. Oui. Je sais pas si j'irai vraiment répondre à ta question là-dessus. Oui, en partie, mais moi je vous dirais, si jamais vous êtes ce genre de personne qui avait du mal à improviser, qui ne voulait pas tout préparer de A à Z, déjà, comme l'a dit Fabrice, il y a tout ce qui est battle map ou même tout simplement, vous tapez, je sais pas, on parle de la carrière de pierre. Carrière de pierre, à quoi ça ressemble une carrière de pierre? À partir de là, votre cerveau va faire des liens tout seul sur là par exemple je vois qu'il y a une sangle de cuir. Pourquoi il y a une sangle de cuir? Est-ce qu'il transporte les choses de cette façon? Et votre cerveau va commencer à répondre tout seul aux questions et ça va vous venir tout seul. Et je vous dirais surtout d'investir dans des espèces de systèmes de cartes comme j'avais pu vous présenter avec le Storyteller Building ou les cartes, les boîtes de chez Nerd Games, etc. Alors ça a un avantage et un désavantage. C'est en général très orienté vers un univers genre la fantasy. Et vous devez avoir des boîtes un peu, bon ça c'est la SF, ça c'est la fantasy, ça peut être un peu dérangeant. Mais au contraire des livres qui vont vous permettre de préparer en amont ou des tables aléatoires, moi je pense que le système de cartes c'est peut-être ce qu'il y a mieux parce que vous allez tirer
un lieu et ça va vous donner, donc mettons une carré de pierre, ça va vous donner ce qui s'y passe, les enjeux qui peuvent se faire, et vous automatiquement vous allez relier ça à votre univers. Donc par exemple le contremaître, il doit faire face à une grève, ok. Vous savez qu'en ce moment il y a une instabilité politique dans le royaume, et bah hop, vous allez relier la grève auquel doit faire face le contremaître à l'instabilité politique. Je sais pas, les mineurs n'ont pas été payés parce que l'argent n'est jamais arrivé jusqu'à la carrière. Ce genre de choses. Et donc, vraiment investir dans ce genre de système de cartes, ça peut vous sauver la vie. Et ça démystifie un petit peu l'improvisation pure, en fait. Vous prenez une carte, vous regardez ce qu'il y a dessus, et vous allez vous baser sur cette carte. Vous n'avez pas à créer tout de votre tête. C'est ça, t'as un peu le système où tu utilises tout officiel, tu commences à faire un peu de homebrew et tu utilises encore des ressources type les cartes déjà toutes faites et compagnie. Et puis tu as, j'investis 20 heures par semaine pour faire toutes mes cartes, tous mes endroits, tout créer, et tu as un classeur ainsi de ressources sur ton homebrew. Mais c'est très marrant ce que tu dis là. On peut peut-être retourner quasiment au tout début, en fait, à l'origine, de qui fait du homebrew. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue, enfin, discussion non, plutôt une séance de questions-réponses qu'avait organisé le Studio 4D2. Ça date d'il y a quand même quelques années maintenant, à l'époque où ils avaient leur campagne, le comptoir des songes qui était sur YouTube, tout ça. Ils avaient fait une session un peu genre, posez-nous vos questions, on y répond. Et j'avais envoyé toute une liste de questions, et il y en avait une qui était pourquoi t'as créé ton monde. C'était Raphaël qui maîtrisait. J'ai dit mais pourquoi t'as créé ton monde? Et il m'avait fait une réponse hyper intéressante. La flemme. Oui. Et ça, c'est sur le coup, j'étais comme, bah non, mais attends, la flemme de, tu crées ton monde parce que t'as la flemme d'utiliser un qui existe déjà. Mais c'est parce que c'était la flemme de devoir lire 300 pages d'un bouquin sur un univers en particulier, donc comprendre tous les tenants et les aboutissants, etc. Et donc, et je suis exactement du même avis que lui d'ailleurs. On en fonctionne de la même façon. On a soit je dois lire et tout absorber, et en fait c'est plus facile pour moi de créer les choses que je veux, d'improviser sur des petits bouts de bloc-notes que j'ai pris pour créer quelque chose de cohérent. Donc en fait il avait la flemme de s'investir dans un monde. Qu'est-ce que tu penses de ça, Fabrice? Je rejoins tout à fait l'avis du monsieur, étant donné que c'est pour ça que je crée tous mes mondes de D&D quasiment, étant donné que j'ai des joueurs à ma table qui ont fait tous les Baldur's Gate, les Neverwinter, ils connaissent l'univers du jeu mieux que moi, et mieux que je ne pourrais, même après toutes les discussions et dragons que j'ai pu faire avec Mathieu pour me renseigner sur l'univers. Et donc à ce moment-là, flemme de tout lire, flemme de tout apprendre, flemme de me tromper quand il faut pas, et de passer pour un bouffon quand eux qui ont joué aux jeux vidéo connaissent tout, ou même tous les autres univers, hein, quand je parle ici de Donjons et Dragons, quand typiquement tu as les univers Star Wars, où tu as toujours la personne qui s'y connaît à fond, c'est toujours délicat, et si tu as la possibilité de faire ton propre univers, parfois ça répond éventuellement à une question que tu peux avoir de « Oh non, je dois lire 300 bouquins pour commencer à jouer dans l'univers ». Alors, oui, mais là, je vais aller dans un des bémols du homebrew. On va parler après des points faibles que ça peut avoir, mais là, je vais en aborder un. Si tu prends un jeu Star Wars, que tu veux faire du Star Wars, mais que tu as la flemme, ou que tu as un ami qui connaît Star Wars à fond et que tu veux changer les choses, pour pas qu'ils connaissent, moi, je dirais que c'est une mauvaise idée. Parce que si tu reprends tous les carcans de Star Wars, tu fais du Star Wars, mais c'est pas Star Wars. Moi, il va me manquer un truc en tant que joueur, ton ami va être frustré, et si tu me dis que c'est pas la force, c'est la sephore, tu vas en prendre une. Non, mais typiquement, c'est par exemple jouer tes aventures, si on prend Star Wars, garder l'univers de Star Wars, tu joues pas ton univers sur Tatooine, mais sur une planète qui s'appelle XY40 et qui n'a presque pas de civilisation et qui personne ne connaît, que c'est en bureau de l'extérieur. Oui. Bon, c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars 7, ça s'appelle Jakku, mais c'est Tatooine. Oui, voilà, c'est un peu l'idée derrière. Et tu reprends cela où tu ne vas pas jouer, ou quand tes joueurs décident d'aller à Coruscant ou un lieu typique, bah là tu prends ton bouquin, tu essayes de lire le plus possible pour essayer d'être à jour. Mais voilà, ça fait partie des choses que, en tant que maître du jeu, et peut-être là à faire, ouais, non, on va éviter d'aller vers trop l'univers que vous connaissez par cœur. Même toi-même, en tant que MJ, c'est peut-être des choses que tu apprécies particulièrement, c'est de créer tes propres bazars.
et de ne pas devoir prendre ce qui est fait officiel, même si souvent, dépendant de ta qualité de MJ, les trucs officiels peuvent être beaucoup mieux que ta campagne pourrie de Homebrew, hein, ça peut être le cas, ou inversement, l'univers, ils font n'importe quoi et toi, tu es le maître absolu et tes joueurs ne réclament que du contenu fait maison. Oui, ça peut être le cas aussi. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez faire du Star Wars qui n'en est pas, bon, déjà on avait fait une émission sur comment s'approprier un univers. Si vous voulez, par exemple, rapidement, mais Star Wars, bah, vous allez simplement jouer dans une autre timeline où les événements que vous connaissez n'ont pas eu lieu ou ne vont pas avoir lieu, les personnages n'existent pas, ce genre de choses. Ça peut le faire aussi, mais sinon, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de tout changer. Ok, il y a toujours des sabres laser, il y a toujours la Force, c'est pas un problème, mais il n'y a plus l'Ordre Jedi, il n'y a plus l'Empire ou peu importe leur nom à ce moment-là dans l'univers, mais vous créez les mêmes objets, ce qui fait que votre système de jeu va encore tenir en place, mais vous inventez un nouvel ordre Jedi, le vôtre, qui ne répond pas du tout au même code, qui ne répond pas du tout aux mêmes choses, et vous faites fi de tout ce que vous connaissez. Vous oubliez tout ce que vous connaissez de Star Wars, vous avez juste repris le système. Et là, vous repartez en disant, tiens, tel objet, il est utilisé par telle faction, tel machin, mais surtout, n'allez pas faire du faux Star Wars, tu vois, le Turkish Wars, tu vois. N'allez pas faire ça. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que ça va vraiment sentir le rafistolet et en tout cas moi en tant que joueur je pense que je serais un peu frustré ou de sentir un peu les ficelles. Et de la même façon, une chose que je vois qui est énormément faite, ce sont les peuples. Reprendre des peuplades qui ont existé ou qui existent encore et les intégrer dans votre univers de fantasy. Moi je considère qu'on peut parfaitement s'inspirer d'une peuplade. Exemple, je crois que l'exemple qui est le plus repris, c'est tout ce qui est population mongole. On va reprendre les armes, on va reprendre l'habillement, on va reprendre le mode de vie semi-nomade, etc. Les archers sur la cavalerie, ce genre de choses. Mais ne faites pas un copier-coller. C'est quelque chose qui j'ai toujours du mal, parce que ce ne sont pas des Mongols, ce sont des Ch'tongols, mais c'est sûr que tout le monde va les appeler les Mongols par la suite. Tu veux parler des White Scars dans Warhammer? Oui, voilà, avec Jagadai Khan, parce qu'évidemment, il fallait qu'il s'appelle Khan. Oh, voilà, ça, c'est ce genre de truc. Voilà. Ah, t'as deux visions là-dessus, soit comme la tienne où tu n'aimes pas que ça représente ça, et l'autre côté où tu veux que ce soit premier degré et que tu reconnaisses la symbolique, vraiment les trucs culturels, pourquoi ça s'est représenté. Il y a un peu deux écoles, je pense. Oui, mais c'est vraiment une question de goût personnel. Mais moi, je trouve, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est toujours un manque d'imagination. Quand l'inspiration cède la place à un copier-coller, je me dis, là, il y a eu un manque d'inspiration, un manque. T'as voulu faire vite, t'as voulu bâcler un peu la chose. Que tu t'inspires de la civilisation romaine ou de la civilisation mongole ou peu importe pour tes bâtiments, ton mode de vie, etc. Je veux dire, si on prend RuneQuest par exemple, bah, c'est très inspiré des peuples méditerranéens de l'âge de bronze. J'ai aucun problème avec ça, parce que pour moi ce ne sont pas des Grecs, ce ne sont pas des Romains, c'est juste inspiré. Je retrouve à peu près le même genre de bâtiments et j'ai aucun problème avec ça. Mais quand c'est un copier-coller, que tout le monde répond au même carcan qu'à l'époque, et tout ça, aux mêmes critères et aux mêmes règles qu'à l'époque, je suis comme, ah bah en fait ce sont des Grecs qui ne portent pas le nom, quoi, ou ce sont des Romains qui n'en portent pas le nom, ou des Mongols. Et là, en tout cas pour moi, quand je le lis dans un univers tout fait, ou quand je le vis en tant que joueur, personnellement j'ai un petit blocage, j'ai un petit rejet en me disant, ah ça me plaît pas. Voilà. Ouais. Notamment les White Scars, je les aime pas du tout. Tout comme les Space Wolves d'ailleurs. C'est ce côté-là de voir et d'aller plus loin, de pas juste prendre et de jouer des caricatures aussi de représentation. Et voilà, ça dépend de ta sensibilité, la sensibilité de tes joueurs, la sensibilité de tes lecteurs éventuellement, hein, vu que ça peut s'adresser aussi plus globalement à des univers que tu crées pour des romans ou des livres. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a un point que je voulais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du fait d'inclure nos joueurs dans le world building? On n'est pas en train de jouer, peut-être qu'on est en train de jouer, mais
en amont ou en aval, peu importe, je suis en train de créer de l'univers, j'inclus mes joueurs. Parle-moi de ça. Ouais, bah tu peux, et il y a des jeux qui vont vers ça. Je prends l'exemple de Ryutama, où normalement on te dit, ah, rassemblez-vous avec vos joueurs et vous créez l'univers dans lequel vous jouez. Ryutama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle japonais où l'ambiance c'est de faire des voyages. Bon, dit comme ça paraît pas trop fifou, mais vous voyagez et vivez des petites aventures, c'est jamais forcément sauver la princesse, ça dépend un peu du type de dragon que le MJ décide d'avoir, parce que le MJ aussi il a la possibilité de prendre une personnalité de dragon pour changer un peu le type de campagne qu'il veut jouer. Et globalement, tu crées l'univers avec tes joueurs, et quand ils se déplacent, tu peux créer aussi avec eux, ou avec un de tes joueurs en particulier, la prochaine ville auquel ils vont arriver, et les subtilités de la ville, quel type d'habitants, quel items, s'ils sont connus éventuellement pour les pâtisseries. Bon, après, c'est Ryutama, c'est un peu typé, voilà, un peu mignon et tout ça. Donc, c'est pour ça que je parlais de pâtisserie. Mais tu pourrais très bien avoir, oui, ils sont connus pour forger des haches en mithril, ou cette planète-là, elle est connue pour faire des vaisseaux ou avoir l'uranium XYZ qui fait en sorte de fournir de l'énergie à des pistolets à fusion, ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Te dire, tu peux laisser ça et créer avec tes joueurs, ça c'est une possibilité, ou créer tout toi-même. Il y a des systèmes qui font un peu les deux, mais ça doit te voir aussi en tant que MJ, étant donné que je disais c'est souvent un exercice que les MJ aiment bien faire seul, et c'est un peu le côté où c'est toi qui prends ton fun à ce moment-là, et puis la pièce de théâtre qui est jouée, c'est autre chose, donc t'as un peu dépendant là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Petite parenthèse sur Ryutama, c'est disponible en français chez Lapin Marteau, si jamais ça vous intéresse. Il en reste encore. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut inclure les joueurs, que ce soit en amont. Moi, je l'avais fait notamment pour Elvogrod, pour ceux qui avaient vu le premier actual play d'envergure que nous avions fait sur le bazar, l'héritage des tempêtes. Ça se passait dans un monde que j'avais créé, et en créant ce monde, j'avais déjà des bases depuis plusieurs années, mais au moment de faire la campagne, j'avais demandé, il me restait des points à éclaircir, et j'avais demandé aux joueurs, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, des thèmes qui vous sont forts, que ce soit dans la campagne ou dans l'univers. Donc j'avais inclus leurs retours et leurs remarques dans ce que je voulais faire, ce que je devais faire, et donc que ce soit de cette façon, ou que ce soit par la suite, pendant la partie, comme tu l'as dit, comme Ryutama s'y attend, ou même d'autres jeux, Forbidden Lands par exemple, repose aussi beaucoup là-dessus, où les joueurs vont découvrir des choses. Rien n'empêche un joueur de dire, ah oui, cette tour de guet, finalement, ça vient d'une ancienne civilisation, tatati tatata, et de faire sa petite histoire. Si ça vous plaît, vous écrivez ça. Et comme ça, vous avez quelque chose de cohérent, c'est pas juste une vieille tour de guet en ruine dont on a oublié l'origine à la base. Voilà. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et un attachement un peu plus fort de la part des joueurs aussi. Après, ça peut être des fois frustrant. J'ai eu ça sur Ryutama justement, où on avait échangé les idées. On fait, ah, on mettrait ça, ah, on met ça, on met ça. Et puis à un moment, on avait mis je sais plus c'était quoi, un empire maléfique et tout ça. Et puis un de mes joueurs il était en mode, oh mais non, moi j'avais voté contre ça et tout. Et donc à chaque fois qu'on les croisait ou que les joueurs avaient décidé d'aller vers là-bas, hein, c'est même pas moi qui avait influencé là-dessus. Et t'as toujours mon joueur, il râlait, il fait, oh moi je voulais pas aller là, je voulais pas aller les voir ceux-là et tout. Donc mais bon, il était passionné au moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il râlait du fait que ses choix n'avaient pas été pris en compte, ou en tout cas que la campagne se dirigeait à ce moment-là vers un choix qui n'avait pas voulu, au détriment des autres joueurs qui étaient aussi présents et qui justement eux voulaient explorer ce côté-là. C'est parfois ça qui est difficile quand tu as tes joueurs où tu leur donnes un peu de pouvoir de maître du jeu. C'est qu'éventuellement, ils peuvent se sentir frustrés quand ça part pas dans la direction dans laquelle ils voudraient. Tandis que toi, en tant que maître du jeu, tu es un peu détaché, que même si tu as créé les choses, la direction de tes joueurs, bah, tu n'as aucune... Enfin, moi, de la façon dont je le joue, vu que je joue beaucoup en bac à sable, je laisse mes joueurs se diriger partout dans l'univers. Et à ce moment-là, je suis détaché de ce genre de décision. Et si à un moment, j'avais prévu toute une campagne qui allait au nord et qu'ils décidaient d'aller au sud, je fais, bah tant pis, on fera pas la campagne au nord maintenant, peut-être plus tard, peut-être jamais. Mais voilà, je suis moins frustré que si j'aurais été joueur et j'avais prévu d'aller au nord et compagnie, et qu'au final, tout le monde d'équipe se dirige vers le sud. Ouais, hein, c'est certain. Et moi, c'est pour ça que je suis un peu un contre-exemple. J'évite désormais d'inclure des joueurs pour des choses trop fortes de l'univers. Je fais vraiment toute la base. Par exemple,
ils vont pas décider si tel empire est un empire maléfique. Ils pourront décider de certaines choses, mais plus mineures. Parce que j'ai pas envie justement de frustrer certains qui seraient pas d'accord. S'ils sont tous d'accord et qu'ils me disent qu'ils aimeraient bien qu'il y ait telle chose, oui. Mais sinon, non. Pour éviter justement ce genre de frustration, parce que ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé dans la création d'une ville. Alors c'était une petite ville, c'était en bordure de Londres. C'était à l'époque où on jouait sur Maléfice, et j'avais créé une petite bourgade. Et c'était un joueur qui m'avait dit il pourrait se passer ça, ce serait intéressant que la ville fonctionne de cette façon et tout ça, et qu'elle soit sous le joug de telle personne. Et je l'avais mis, et il y avait un joueur qui n'avait pas du tout aimé ça, qui trouvait ça complètement con et hors sujet, et du coup il était comme frustré de tout ça. C'est depuis lors que je suis comme non. Mais par contre, un truc que j'aime beaucoup faire, et je vais me baser sur un supplément Vampire Requiem première édition sorti chez c'était encore White Wolf à l'époque, avant que ça devienne Onyx Pass, voilà. Tout le bordel. Ils avaient fait un supplément sur construire des villes, je sais plus si c'était City of Darkness ou un truc comme ça. Ils avaient sorti un supplément sur la construction de villes, et c'était collaboratif. Donc c'était le plan d'une ville, donc c'était ta ville by night quoi. Et tu avais un système d'hexagones où tu pouvais placer des exemples. Ici c'est un hôtel, ici c'est une boîte de nuit, là t'as ci, là t'as ça, et c'est vraiment à faire avec les joueurs en dehors de ta campagne, en dehors de ta session. Bon, évidemment on est dans Vampire, donc on va en général faire ça dans une ville, et donc tu crées la ville comme ça de façon collaborative. Et comme c'est à l'échelle d'une ville, tu vas pas passer normalement 18 sessions dans l'abattoir dans tel quartier, tu vois. Ça va tourner, donc tel joueur sera peut-être un peu plus frustré qu'on n'ait pas été voir sa discothèque, mais bon, il peut accepter pour une session qu'on soit à l'abattoir, tu vois. Voilà. Et je trouvais ça super intéressant. J'avoue qu'à cette échelle-là, c'est peut-être plus intéressant d'avoir ce côté création, et que même tes joueurs qui sont peut-être frustrés de ne pas aller aux endroits qu'ils veulent, c'est toujours à portée, entre guillemets, d'aller, tandis que quand tu te voyages de pays en pays, tu te retrouves un peu plus loin. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand tu te diriges vers quelque chose que tu veux pas jouer. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, ce supplément, si vous voulez le voir en action, je sais que Jeudi JDR, ils l'ont utilisé pour une ville qu'ils ont faite. Ils ont fait un stream où ils utilisaient le supplément et comment c'était géré. Puis justement, ils étaient en collaboratif. Donc c'était assez intéressant. Ça date d'il y a quelques années maintenant, là, mais ça vient de me revenir. Après, je t'avoue que le côté collaboratif, j'avais quand même bien aimé créer des trucs avec mes amis et autres. Même si souvent il y a des points de contention qui arrivent, ça reste un exercice particulier à faire, et que je conseille quand même si ça peut, les points de frustration qu'on a pu soulever. Ouais. Oui, après, il faut aussi faire preuve d'un peu de maturité. Je veux dire, on est adulte, on est à 5 personnes autour d'une table. C'est sûr que arriver à trouver quelque chose qui fonctionne pour les 5 personnes en même temps. Toi, moi, tout à l'heure, je parlais du fait de reprendre une culture telle qu'elle et de la mettre dans ton univers. Moi, ça va me frustrer, mais Micheline à côté, elle va triper sa vie, quoi. Toi, parce qu'elle adore cette culture-là, et que voilà. Oh mon dieu, les japonais, oh les samouraïs, yes. Voilà. Moi, par exemple, je tripe pas du tout sur tout ce qui est japonisant. À ce moment-là, je vais peut-être me dire, les maudits samouraïs. Je suis sûr qu'à chaque fois que tu vois un samouraï cybernétique, un samouraï de l'espace, un samouraï de... T'es là en mode non. Alors que moi, je suis yes. Ouais, non, moi, je suis là comme voilà. Mais bon, après, je vais pas non plus faire un rejet total. C'est ça le truc, parce que je fais preuve d'un petit peu de recul et d'un petit peu de maturité, où je me dis tu sais, Robert, il a créé sa campagne, il a travaillé pour, puis bon, Micheline, je vois qu'elle est en train de prendre son plaisir. C'est pas grave, peut-être que la prochaine fois on ira dans quelque chose qui me parlera plus à moi, mais en attendant je vais vivre la campagne, et puis ça va pas me causer plus de soucis que ça. Donc voilà, c'est le coup d'inclure ces joueurs. Je trouve que c'est une des choses qu'il faut réfléchir, des choses, moi je vous dirais de le faire quand même, de prendre en compte leurs remarques, leurs retours. Ouais, de tester tout simplement. Est-ce que tu as des petites anecdotes de choses que tu as créées qui n'ont pas du tout fonctionné, ou au contraire qui ont fonctionné au-delà de tes attentes? T'as créé ça comme ça en 2 secondes et demie, et finalement ça a marché de fou, tu t'y attendais pas. Au final, la première ville que j'ai créée quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons, je disais je voulais pas jouer dans les Royaumes oubliés, vu que mes joueurs connaissaient à fond. Et j'ai créé une petite ville qui s'appelait Suntown. Donc imagine un peu la ville de Hobbit et compagnie, à la frontière, vraiment en coin perdu,
vraiment la ville de débutant où tu mets quasiment rien, c'est perdu en campagne. Et en fait, mes joueurs ont tellement aimé la ville et certains PNJ, dont une PNJ Tiflin, dont un de mes joueurs sur Antiché et voulait la marier. Mais que du coup j'en ai fait une warlock manipulatrice qui était assoiffée de pouvoir. Ouais, bref. En gros, toute la campagne et tout le reste du truc s'est déroulé dans cette petite ville, Suntown, qui est devenue une mégalopole au final. Général, je fais ah ok bon bah, et au fur et à mesure tu sais ils s'éloignaient ou quand certaines missions ça durait quelques mois, bah ils revenaient, il y avait des nouveaux des nouveaux arrivants, il y avait une nouvelle muraille, il y avait des tours de guet maintenant. Les hobbits sont passés de anarchistes à communistes à fond. C'est surtout qu'à un moment, tu as une exode de Tiflins, ça aussi, tu vois, ils sont venus avec, je sais plus, à un moment, 200, 300 Tiflins, ils ont fait maintenant peupler la ville, et étrangement, bon, moi j'avais fait des Tiflins qui aimaient bien se débrouiller, et du coup, ils se débrouillaient beaucoup dans la ville, donc la criminalité avait pas mal augmenté. Pour ma part, moi, il y a l'Assyrie Medjer. Alors, cette Assyrie, elle est partie de... Juste, il y a un méchant dans un bureau dans une Assyrie, et ensuite, mes joueurs, je sais pas pourquoi, ils avaient une espèce de biais cognitif à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Alors, ils avaient arrêté ce méchant-là, enfin, voilà, c'était à l'époque, c'était dans Maléfice. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, va falloir qu'on retourne à la Syrie, c'est sûr que c'est là-bas, c'est le cœur du truc, vous comprenez pas que les criminels sont là-bas, alors que pas du tout. Et ils voulaient absolument retourner tout le temps dans cette Assyrie. Il y a des sessions, c'était genre, allez, on retourne à la Syrie, ils allaient voir si ça avait changé, machin. Bon, il y avait la police qui était passée, ça avait été fermé. Évidemment, j'allais pas faire, bah, il y a rien. Donc, tu sais, je rajoutais des choses, j'ai comme, putain, les gars, encore la Syrie, vous faites chier, vous n'avez pas envie d'y retourner, il n'y a plus rien là-bas. Je savais pas quoi en faire cette Syrie. Et là, évidemment, la grande scène finale, j'ai déjà raconté d'ailleurs cette scène finale dans une vidéo du RPG, il me semble. Mais la scène finale s'est déroulée dans cette Assyrie, où j'ai un de mes joueurs qui s'est sacrifié, qui s'est enfermé parce qu'il y avait un culte qui voulait faire venir une entité. Et le joueur s'est enfermé tout seul avec eux pour protéger ses amis et mettre fin à ce culte. Voilà, donc la scène finale était là alors que c'était pas du tout censé être là. C'est ça. Bah, en soi, c'est un endroit thématique que tes joueurs retombent toujours dessus, mais quelque chose en dessous qui justifie que toutes les forces de l'univers se dirigent là. Si tu prends Buffy contre les vampires, la série, à un moment, dans la dernière saison, tu apprends qu'il y a une porte des enfers littéralement sous la ville, et c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui se dirigent vers la ville en permanence tout au long des saisons précédentes, et qu'il y a autant de choses magiques qui se passent. Bah là, tu mets un portail, tu mets une porte dimensionnelle, j'en sais rien. Et c'est pas d'ailleurs Dawn qui est la clé de cette porte? Comme ça, ça c'était dans les saisons d'avant, c'était encore autre chose. Ok, je me souviens que Dawn est la clé, mais je sais plus la clé de quoi. Ouais, on a perdu la série. Oui, non, mais c'était avec. Ça, c'était au milieu de la saison. Non, moi, je te parle vraiment des toutes dernières saisons. Okay. Bah, justement, la ville finit par être détruite, engloutie suite à la fin de. Et c'est comme ça que la série finit, en fait. Okay. La série télé. Bah, après, ils ont continué en BD, si je me souviens. Mais faut regarder. Case 1, une ville détruite. Case 2, encore détruite. J'aimerais revenir un petit peu parce que tout à l'heure on parle de, en fait on parle de plein de choses. On parle de game design, on parle de d'improvisation, on parle de plein de choses. Est-ce qu'il faut avoir un master 2 en jeu de rôle pour commencer à faire du homebrew? Comment ça se passe? Non. Bah, vu qu'on a vu qu'il y avait plusieurs exemples de homebrew. Donc, je déconseillerais tout d'abord de se lancer dans le homebrew dit mécanique, parce que c'est celui qui est le plus casse-gueule, entre guillemets, et surtout qui peut avoir des impacts à long terme quand vous décidez de donner le feu vert à vos joueurs de jouer certaines choses, que ce soit des objets magiques ou des classes de personnages ou des races et compagnie, ou avoir un vaisseau spatial hyper hypé. C'est difficile de reprendre. Et c'est pour ça que toujours, je donne... en général, j'essaie de les donner en physique, où je leur envoie un PDF avec un cachet temporaire. Quand je fais ça, parce que sinon ils font non mais c'est validé ça, non c'est temporairement là, le temps qu'on playteste là, parce que attention, j'ai eu le coup 2-3 fois, ils m'ont fait non c'est bon, et puis non j'ai dit que c'était temporaire, et puis maintenant je mets un petit cachet, et quand j'ai la version définitive je l'envoie la version en PDF sans cachet. Sinon non, pour vraiment au tout début vous pouvez vous lancer, d'ailleurs c'est quasiment au tout début j'avais commencé à faire du homebrew, parce que tu peux faire du homebrew dès que tu commences à changer entre guillemets quelque chose dans un scénario. La première fois que j'ai fait du homebrew, c'était ma deuxième session en tant que MJ sur Nullbuck. À un moment, c'était le scénario officiel, je pense, c'était un de base où tu allais dans un camp de bûcherons, et il y avait,
je sais plus si c'était les orques ou d'autres créatures qui avaient fait en sorte d'éliminer les bûcherons. Donc tu devais les combattre, et à un moment, je me suis dit, bon, c'est un peu naze quand même, je vais mettre quelque chose en plus. Et j'ai mis un enfant dans une cage qui avait un gros collier, un trop gros collier pour lui. En fait, c'était surprise, c'était un loup-garou que les orques emmenaient partout. Et bon, bref. Mais cet élément-là, j'ai rajouté dès mon second scénario. Et vous pouvez décider d'implémenter, ou c'est quand on dit refaites à votre sauce. Refaites à votre sauce, c'est quoi? C'est faites du fait maison, faites du homebrew. Et à ce moment-là, tu commences déjà à faire du homebrew sans devoir te lancer sur la création d'univers, de la création de classes, d'objets magiques et tout ça. Non, non, tout ce qui est changement qui n'est pas officiel et qui n'est pas dit dedans, c'est commencer déjà à faire du homebrew. Donc vous pouvez déjà le faire. Même si vous dites ah oui, cette porte-là, elle me plaît pas, ils la décrivent comme rouge, je trouve que ça jure, je vais la mettre en bleu. Oui, ça ne changera rien, à moins qu'il y ait une justification scénaristique très forte que la porte soit rouge. Ouais. Sinon, personne ne viendra vous taper dessus qu'elle était bleue, quoi. Donc voilà. Et effectivement, c'est de cette façon-là qu'on commence. On commence par changer 2-3 petits éléments. C'est aussi comme ça qu'on commence l'impro en général. On prend notre scénario qui est écrit, puis on va venir rajouter des événements en cours de route. Parce qu'il se passe un événement qu'on n'avait pas prévu, les joueurs veulent aller dans une direction que le scénario n'avait pas prévue. Ouais. Soit on dit non, mais là, c'est une mauvaise solution. Il y a plein de façons de faire du jeu de rôle, il n'y a pas de mauvaise, mais celle-là pour moi elle est mauvaise. Quand on commence à dire non, on peut pas aller par là. Oui. Ou qu'il y a le mur magique. Ouais, ça. Le mur de jeux vidéo. Ah non, non, c'est pas fini là. Ouais, c'est ça. En construction. Il peut, par contre, vous pouvez dire non de façon scénaristique. Mais on veut aller de l'autre côté, bah ouais, mais le pont est pas fini, ouais, bien qu'on est en train de construire le. Voilà. Si vous arrivez à justifier et donc à improviser une raison qui fait que vos joueurs ne peuvent actuellement pas traverser ce pont, bah c'est ok. Vous n'avez pas dit non. C'est justifié par le scénario et par votre histoire. Ils vont finir par y aller à la nage ou par concevoir un plan tellement fucké que vous allez finir par dire oui, mais voilà. Après, c'est toujours le moyen subtil du maître de jeu de dire non et que les joueurs comprennent ah ouais, on peut pas vraiment aller là, maintenant, par là. Mais bon, c'est pas boum, non, il y a un mur. C'est ça, c'est pas non. Et je vous dirais, ouais, il y a quand même quelque chose qui se retrouve régulièrement par peur d'improviser. C'est de déclencher. Il est presque la fin de session. On est à 1 heure de la fin, on est à une demi-heure de la fin. Il se passe quelque chose que vous devez improviser. Vous avez peur, vous déclenchez un combat. Ça peut faire office un coup de temps en temps de tampon sur. Ok, je vais déclencher un combat. Comme ça, j'ai toute une semaine ou 2 semaines pour écrire ce qui manque parce qu'ils veulent aller là-bas. Mais personnellement, je dirais que c'est une mauvaise solution à long terme parce qu'à chaque fois que vous allez être bloqué à un point, vous allez essayer de trouver un combat artificiel. Et souvent, c'est assez artificiel et ça finit par se sentir. Mais pour revenir sur la question, je ne sais pas d'ailleurs si tu as quelque chose à dire là-dessus, Fabrice. Non, c'est pour dire oui, vous pouvez finir un peu en cliffhanger à chaque fois vos sessions. Et ça m'est arrivé des fois de ne pas avoir préparé plus que c'était et qu'ils avaient avancé plus vite. Et justement, ils devaient arriver sur une ville ou une montagne, je me souviens plus exactement. En gros, commencer à explorer une zone que j'avais pas préparée et que je pensais qu'on allait durer plus souvent, en tout cas plus longtemps, sur la partie précédente. Et j'ai fait, la partie se finit maintenant alors que vous voyez la porte ou la ville de loin, où vous commencez à arriver, vous atterrissez, ou vous arrivez en voiture, vous voyez le panier de la ville, pack, on reprendra la semaine prochaine. Et mes joueurs, ah bon, il restait 1 heure de jeu? Bah ouais, il restait 1 heure de jeu, voilà, c'est tout. Oui. Il y a ça aussi, l'horaire n'est pas sacré. C'est pas parce qu'on est censé jouer de 19h à 22h30 que, bon, déjà à 19h, faut déjà que tout le monde arrive à l'heure, c'est déjà compliqué. Mais voilà, après, bon, on discute. Mais si ça finit à 22h15, 22h ou 21h45, il n'y a pas de drame non plus. À moins que ce soit toutes les semaines. Dans ce cas, arrêtez de dire que ça finit à 22h30. Mais voilà. Préparez plus. Préparez plus à ce moment-là. Préparez plus, effectivement. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'enjeu dramatique là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de finir à l'heure prévue absolument et de vous dire ah mince, j'avais pas prévu de quoi, et de faire quelque chose qui va mal terminer ou finir en autre boudin, pas de la bonne façon, j'ai envie de dire. Donc voilà, à vous après d'adapter ça comme vous le désirez. Mais pour la création, commencer à créer vos premières choses homebrew.
commencez par des éléments mineurs qui viennent se rattacher à un scénario que vous connaissez. Enfin, ce sont que des conseils. Moi, je suis pas de bon conseil là-dessus parce que moi, j'ai dû commencer à la dure direct Homebrew parce que tout ce que j'avais pour jouer, c'était une photocopie de Maléfice sans les scénarios inclus dans la boîte, pas de dés, rien du tout. Donc voilà, c'est compliqué. Mais commencez par changer des éléments mineurs et ensuite, vous pouvez commencer à créer vos premiers scénarios. Je dirais qu'à ce moment-là, si vous commencez à maîtriser votre jeu, que vous avez fait pas mal le tour de votre jeu en termes d'échelle de puissance, ce genre de choses, on revient sur D&D, mais que vous avez fait du bas niveau, du haut niveau, vous savez comment ça gère, à quel moment le jeu commence à devenir complètement déséquilibré et tout ça. Là, vous pouvez commencer à vous permettre de faire du homebrew, d'objets, de sorts, de créatures aussi, de leur donner des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais dans un premier temps, et encore c'est pas toujours bien fait, mais je vous conseillerais quand même de soit regarder ce qui est officiel, là ok, soit d'aller prendre dans des suppléments sortis dans le commerce d'un éditeur tiers, mais en général ils y connaissent pas grand chose de plus que vous. Oui, des fois la balance, et c'est pour ça aussi qu'une des questions que j'avais envie de te poser, c'est à savoir, est-ce que tu acceptes le homebrew des autres? C'est-à-dire que ce soit du third party, donc ceux qui ont créé du contenu en plus qui n'est pas typiquement officiel, mais qui ont été créés par une vraie compagnie, ou alors que, je ne sais pour quelle raison, tu reprends éventuellement les joueurs qui jouaient à une autre table et tu vois qu'en fait tous leurs items magiques sont totalement explosés, que c'est que de la création perso du maître du jeu d'à côté, ou aussi éventuellement si à un moment vous jouez dans votre univers et le maître de jeu il fait je prendrais bien une pause 1 ou 2 semaines ou un mois, est-ce que quelqu'un veut faire maître du jeu pour une campagne et moi je serai joueur, et donc en fait vous jouez dans l'univers du maître du jeu. Ça aussi c'est une optique éventuellement à se poser. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Je l'ai fait, j'ai utilisé le homebrew des autres. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça parce que j'arrive à voir derrière les lignes et à comprendre les faiblesses ou le fait qu'ils soient trop forts, etc. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 5e édition. J'ai accepté une classe homebrew. Plus jamais. Oui, je me suis retrouvé avec un catcheur qui faisait... Enfin, je veux dire... Quand t'as le prince démon qui se retrouve en prise de soumission en clé de bras et l'autre il fait une descente du coude. Bon. Et en plus, je veux dire, à ce moment-là, clairement, mon prince démon, il ne pouvait que implorer la pitié du joueur parce qu'il pouvait plus rien faire. Ils étaient niveau 16 à ce moment-là, 15 ou 16 à ce moment-là. Ça devenait vraiment n'importe quoi. Donc, le homebrew des autres, pourquoi pas, si vous savez bien lire entre les lignes et comprendre que c'est équilibré ou pas et les faiblesses éventuelles qu'il pourrait y avoir dans le gameplay. Pourquoi pas, si ça vous plaît quand même, le retravailler de votre côté en disant bah non, là c'est trop fort, là ça ne l'est pas assez, tel pouvoir il est complètement pété parce qu'il va rentrer en combo avec telle autre classe, avec telle autre chose. C'est ce que je fais en général sur les third party, vu que de temps en temps ils ont tendance à exagérer légèrement certains pouvoirs. Bah, c'est ce que je fais, je repasse à mes joueurs, ils me font Fabrice, est-ce qu'on peut utiliser ça? Je me fais à validation, attention monsieur, à validation, il faut triple tampon, et je lis et je me fais ouais ça va, ou non c'est trop puissant, et s'ils me demandent est-ce que tu peux changer pour que ce soit équilibré, parce qu'ils aiment vraiment l'objet, ou en tout cas l'idée derrière l'objet, pas forcément les stats derrière, mais l'idée que l'objet peut faire, ok je change les stats pour que ce soit plus ou moins équilibré, ou ça devrait l'être éventuellement. Après on est humain, forcément on commet tous des erreurs. Oui non c'est clair. Mais il y a des jeux qui vont, si vous n'êtes pas trop fort là-dedans, ce qui va être mon cas en fait. Techniquement, tout ce qui est statistique, lecture de courbes et tout, si je me sers pas d'outils pour aller les calculer, comme ça visuellement, il y a moyen que je me dise je pense que ça va être un peu fort, alors que pas du tout, ou je pense que c'est ok, mais en fait c'est beaucoup trop fort. Voilà. Moi j'ai besoin de me faire valider pour tout ce qui est statistique, etc. Donc si vous êtes un peu comme moi, pas très à l'aise là-dessus, bah, soit vous utilisez des outils pour vérifier ce que je peux faire. Sinon, allez regarder dans d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont plus simples à équilibrer là-dessus, notamment via des systèmes un peu d'atouts, comme un peu des étiquettes, si vous préférez, qu'on va coller sur un monstre. Exemple, je sais pas moi, Nyctalope est une étiquette. Donc, hop, tu lui mets ça, la créature voit dans la nuit, et tu regardes comment sont construits les autres monstres avec ce genre d'étiquette.
Et tu dis, bah, ok, je vais reprendre le schéma de base de telle créature, mais ma créature à moi ne va pas répondre aux mêmes enjeux, et tu vas changer des étiquettes. Et dans ce cas, normalement, tu peux pas trop le briser, puisque les étiquettes ne peuvent pas rentrer en conflit les unes avec les autres, et que peu importe ce que tu vas choisir, si tu respectes la règle de tu dois lui donner tant d'étiquettes ou tu dois lui donner tant de choses, bah, ta créature sera équilibrée. Il y a des jeux comme ça qui essayent de t'aider à faire ça. Par contre, quand elle a plus 5 de force et 5 de dextérité, 4 d'intelligence, 4 de sagesse, et que la maximum de stats c'est 5, bah, tu te dis, oh là, il y a un problème, quoi. Voilà. Ouais. Et une chose que vous pouvez faire si vous débutez et tout ça et que vous êtes sûr de rien, c'est éventuellement d'aller sur différents forums, Reddit et compagnie, sur les communautés et demander, ok, j'ai créé ça, est-ce que vous pensez que c'est à bon niveau pour mes joueurs qui sont par rapport au système de jeu? Et souvent on vous répond gentiment, des fois moins gentiment. Ça, voilà. Après, si vous parlez anglais, c'est toujours plus facile de communiquer et d'avoir des retours là-dessus. Mais les discours sur les différentes communautés, s'ils en ont, les Reddit ou les groupes Facebook, ça peut être une aide aussi si vous voulez avoir un retour sur votre monstre ou sur vos items et compagnie. Mais oui, faites-vous valider par des pairs, que ce soit des MJ ou même vos joueurs, pour tout ce qui n'est pas des choses qui vont rencontrer dans la campagne, des mystères ou des objets. Vous pouvez vous faire valider par les joueurs en disant, bah tiens, telle classe, pourquoi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc, si on revient à ce que je disais, voilà, vous pouvez commencer à vous amuser avec votre système une fois que vous avez compris comment il fonctionne et vous l'avez bien décortiqué. Et puis, par la suite, moi, je finirai par la création d'univers au complet. Et maintenant, il y a tellement d'aides qui existent, de vidéos YouTube. Tiens, par exemple, la dernière fois, c'est quoi que je regardais? Comment concevoir votre carte. C'est vrai que ça paraît fou comme ça, de se dire, bon, bah ok, il faut que je fasse un monde qui a l'air cohérent. Comment je fais? Alors, je peux m'inspirer de la Terre, mais un truc tout bête que j'ai vu en vidéo la dernière fois, c'est un mec qui prend une poignée de grains. C'était des haricots blancs. Il les jette. Et ça lui fait ses continents. Il fait des séparations à l'arrache comme ça, puis ça lui fait des blocs. Hop, ce sont mes continents. Et tu peux prendre aussi derrière la même idée, donc tu fais tes graineries et tu fais tes continents, et puis tu prends des dés de différentes dimensions, tu les lances vraiment de haut, et en fait ton D4 c'est un port, ou c'est un truc commercial. Tes D20 c'est des donjons. Tes D12 c'est des capitales, ou des trucs ainsi. Et tu fais, ah, et puis... Il y a voilà, mais ce sont des méthodes qui sont... En fait, je trouve que l'humain a tendance à la symétrie. Ok. Ou à faire une Europe, ça aussi. Faites attention, lorsque vous créez votre propre premier monde, souvent c'est l'Europe. C'est marrant, il y a toujours un truc en bas qui part comme ça. Mais oui, non, et puis ça fait une forme de bot, c'est étrange. Mais ouais, l'humain, moi je trouve qu'il a tendance à faire la symétrie et avoir du mal à se détacher de ça. Et vous allez essayer de placer les choses à l'arrache, et ça va jamais être à l'arrache. Vous allez placer une ville là, il y en a une qui va être exactement au même niveau dans tel autre pays. Pareil pour les frontières, etc. Alors que si vous faites confiance à l'aléatoire de la vie, la fameuse explosion du camembert, tu mets un pétard dans le camembert, tu vois qui se retrouve où, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus naturel. Et la méthode des graineries, des haricots blancs, ou peu importe le féculent que vous utilisez, ça permet aussi d'avoir le découpage des continents, puisque bah, on sait que notre Terre notamment s'est séparée, donc on a les masses continentales qui se sont écartées, et ça permet de conserver ça. On n'avait plus qu'à tracer, on va dire, la limitation. Donc tout va être cohérent. Et ça le fait avec une façon non informatique, vous allez le faire de façon manuelle. Et le fait de jeter les dés, ça va vous permettre aussi de savoir totalement au hasard quoi se trouve où. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme méthode. Et après, évidemment, vous complétez. Vous n'êtes pas obligé de faire 100% confiance au dé et de dire non, le dé a dit ça, c'est ça. Voilà. Si vous avez un port qui se retrouve au milieu de votre désert, il va falloir peut-être l'expliquer.
Ouais, 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 c'est ça. Bah, peut-être dans un hiver où il y a des bateaux qui volent en fait, tu sais, les ballons, les bateaux ballons et tout ça. Ouais, Oui, peut-être c'est ce type de port-là, vu qu'il n'y a pas d'eau, et que c'est le meilleur moyen de traverser le désert, par les airs. effectivement. Ou alors c'est un port PORC, mais là, va falloir nous expliquer pourquoi il y a un port ici et pas ailleurs, quoi. Mais oui, et j'ai envie de te dire, Fabrice, dernière partie de cette petite discussion. Est-ce que tu utilises des outils, des ressources, des outils qui t'aident au, au quotidien, j'ai envie de dire, quand tu fais ton Ouais, jeu? quand je dois créer. Alors, l'outil que je pense que j'utilise le plus ces derniers temps, ça doit être Dungeon Draft quand il s'agit de créer mes maps. Donc, c'est un Oui. logiciel qui vous permet en fait de placer et de créer vos cartes. Vous avez des packs d'assets, des packs de fichiers qui sont déjà préconstruits et souvent ça dépend de type de pack que vous avez, mais j'essaie de prendre en fonction de l'univers. Si je prends des packs de science-fiction, si je joue à Warhammer 40 000 par exemple, voilà, je vais chercher les packs de science-fiction, puis j'essaie de créer mes maps en collant en fait. C'est un peu des tampons où tu as des petites étiquettes pour trouver machinerie et compagnie, tac, 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 tac. J'utilise beaucoup ça pour créer mes maps. Fut un temps, je les dessinais moi-même sur Photoshop. Tu parles de Battle Map à ce moment-là. Battle map, oui, oui. Ok, Je précise Battle map. Pour les cartes d'univers, bah, il y a plein de sites qui le font. Donc, éventuellement, vous pouvez partir sur ça. Vous les créez aussi à la main, mais bon, ça dépend. Est-ce que votre truc est jetable ou pas? Enfin, est-ce que voilà. C'est un peu de savoir si ça va servir beaucoup ou pas. Si ça sert beaucoup, en général, je le fais à la main. Si c'est plus pour une session ou deux, j'essaie de le faire le plus possible assisté par un quelques logiciel et autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent tout ce qui est tablé aléatoire quand ils créent leurs choses. Moi, j'ai tendance à moins le faire, ou alors ça dépend un peu des jeux. Si le jeu te donne toi-même des tables aléatoires, mais j'ai jamais commencé à acheter des tables aléatoires de noms de PNJ ou de noms de villes ou des trucs. Après, sur la chaîne Rollis TV, on fait la critique et souvent ils sont de bonne qualité, mais c'est pas vers ce genre de produit que je me dirige en général, mais ça existe. Je suis plus à créer moi-même tout ce que j'ai besoin en général. Donc, plus ce qui est visuel pour moi, je le crée, mais sinon. Ouais, mais pour les cartes, alors tu parlais des battle maps, il y a Dungeon Draft. Ils ont aussi leur équivalent en carte du monde. Vous avez Wonder Draft qui vous permet de faire ça. Il y en a d'autres aussi, hein. On n'est pas là pour faire la promotion de l'un ou de l'autre, mais voilà, il y a beaucoup de logiciels qui vous permettent de dessiner facilement vos maps de cette façon. Il fut un moment, je voulais lancer une campagne un peu à la Forbidden Lands où tu sais, t'es obligé d'explorer et tout ça avec des X, ou en tout cas des Explorer avec un H hexagones. au début. Ouais, hexagone, ouais. Ouais, donc des cartes hexagonales et il y avait un logiciel qui gérait tout ça. Je me souviens plus. Matt Colville en avait fait toute une vidéo dessus. Bref. Extravaganzia, c'est pas ça le nom, hein. Je sais Il y a plus. un logiciel qui a une espèce de nom comme ça. Je l'ai eu via un Humble Bundle et qui gère les X. Extravaganza ou. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de ressources qui vous permettent de créer vous-même, de dessiner vous-même. Je sais que Wonderdraft aussi inclut un générateur. Vous cliquez sur Donne-moi un monde et il va vous placer des continents, etc. C'est ça. Et après, il y a aussi plein de ressources en ligne, telles que Watabu par exemple. Watabu, il fait plein de générateurs, que ce soit des noms, des univers, des tavernes, peu importe. Il va vous créer tout ça. En général, si j'ai besoin de nom, je fais nom du jeu, l'espèce en général, ou même ce soit pour l'exemple Warhammer 40 000, tu fais le Space Marines, random name, tac, et puis voilà, il va te sortir, ou Garde Impériale et compagnie. Voilà, Ouais. t'es couvert en général quand tu joues sur des gros jeux à licence ou sur des gros carcans qui ont déjà des styles définis. Après, si tu sors avec ton jeu qui ressemble à vraiment, qui est très typique et tout ça, tu vas pas forcément trouver des trucs officiels gratuits rapidement. Tu vois, moi, pour Traveler, c'est une des galères que j'ai eues. Ça a été de pouvoir trouver des noms d'Aslan, de Varg, des espèces comme ça. Et je suis pas le seul, parce qu'en tapant sur le net, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens qui disaient hey, il n'y a pas un générateur, un machin.
Bon, finalement, tu trouves à moitié, mais bon, c'est toujours un peu bancal. Moi, c'est dans les suppléments que là, il y a des guides de prononciation et des exemples de noms. Et des fois, c'est des races qui ont leur, comment dirais-je, leur nom de famille au milieu. Tu sais, ils ont comme genre Bernard Dupuis de la Rivière. Ouais. Puis toute sa famille s'appelle Dupuis au milieu, un truc comme ça. Oui. Bah, souvent en Belgique, il y a le van chez nos amis flamands. Ah, oui, ouais. je connais bien. Mais donc voilà, il y a beaucoup de ressources en ligne qui vous permettent de vous aider à générer, que ce soit des idées de scénario, des cartes, des choses comme ça. Ouais. Sans parler aussi du grand sujet qui occupe beaucoup les IA, où justement, bah, pour ma part, quand tu fais ça perso pour ton truc, pour ton groupe personnel que tu comptes pas vendre, bon, allez-y, j'ai envie de dire. Et que bah voilà, tu peux générer des cartes, des images, des idées de scénario aussi, ou des idées de campagne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous retient pas là-dessus. Après les scénarios, ChatGPT, voilà, ne lui demandez pas de vous écrire le scénario parce que vous n'êtes plus dans du homebrew là, d'après moi. Si vous retouchez pas et que vous faites confiance à quelqu'un d'autre pour le faire pour vous, est-ce qu'on ne joue pas un scénario écrit dans ce cas-là? Ça, c'est... Ah bah c'est équivalent à third party. Si tu changes rien du tout et que tu dis juste donne-moi un scénario pirate voilà, en 4 sessions, pack. Ouais, c'est ça. Il y a même faire le découpage par session. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense bien que c'est ce genre de choses. Mais j'en ai lu par contre un ou deux des scénarios comme ça. C'est quand même très mauvais. Pour ce que j'ai lu en tout cas, j'en ai lu un ou deux. C'est quand même assez mauvais ce qui pouvait sortir comme idée de rebondissement. Et c'est souvent je suis le gros méchant et je vais tuer les gentils. Et, voilà, bon. Allez. Donc vous pouvez utiliser tout ce qui est générateur en ligne, comme je disais. Il y a aussi les bouquins. Alors, il y a des bouquins qui vont être assez génériques. Je pense notamment à tout ce que fait Trollord Games pour Castle and Crusade, où vous allez avoir moi, j'essaie les bouquins de noms. Ce sont des tables pour des noms de différentes choses. Tout ce que fait le Grumpf aussi peut vous aider. Mais ensuite, on va avoir des bouquins qui sont plus spécialisés. Par exemple, vous voulez générer un château dans lequel va y avoir toute une vie qui s'y passe. Chez Trollord, ils ont sorti un supplément Engineering Castles qui va vous permettre de générer tout ça et quel type de comment dirais-je, d'habillement et les types de meubles et ce genre de choses. Si vous voulez quelque chose de très crédible dans votre univers pour ce type de château et ce genre de choses, il y en a plein comme ça. Attention à pas mettre vos bureaux classiques alors que c'est une époque baroque, attention. Exactement, ça peut être très grave. Une fissure pourrait se créer dans l'espace-temps. Ou pas d'ailleurs, ça peut être marrant de mélanger un peu tous les genres, tous les styles. Et il y a aussi tout ce qui est construire des donjons. Et là, faire du homebrew de donjons, il faut faire attention à plein de trucs. Ça paraît complètement con comme ça. Et en fait, c'est un des meilleurs exercices que j'ai pu faire dans ma vie de rôliste, je crois, d'avoir un donjon cohérent. C'est Gilus de la chaîne Zone Geek qui avait dit ça un jour. N'oubliez jamais le pot à caca. Oui. J'aime beaucoup la façon dont il avait dit ça, dont il avait expliqué ça, puisque votre donjon, il faut qu'il soit crédible. On ne met pas un dragon adulte dans une pièce en bas où il ne peut pas sortir, sauf s'il y a une raison. S'il a été amené là petit, que l'œuf avec l'eau ici, peu importe, et qu'il a grossi dans cette pièce-là, et qu'on le maintient ici, ok, vous avez une raison scénaristique, il y a un dragon qui ne peut pas sortir de cette pièce parce qu'il est devenu trop gros. Mais si le dragon arrête pas de sortir, rentrer, et que quand vous arrivez là, la pièce est trop petite, c'est étrange. Tu sais, le place-pas dimensionnel, comme Mathieu disait, il y a une anecdote là-dessus, c'est-à-dire que le MJ fait c'est parce qu'il y a un place-pas dimensionnel, machin, c'est un peu l'équivalent de ta gueule c'est magique. Ouais, c'est ça, ta gueule c'est magique. Mais voilà, faites attention à la logique du donjon et à son écologie. Quand vous ouvrez une pièce, ok, il y a des orques derrière, mais ils sont pas tout le temps dans la même pièce. Ils sont pas tout le temps là. C'est pas parce que la pièce est sécurisée au moment où on vient de finir le combat qu'elle va le rester. Si vos joueurs ils décident de faire une pause et de prendre un repelon en plein milieu du donjon, c'est étrange, tu vois. N'oubliez jamais que votre univers est censé être vivant et que vos PNJ ou vos monstres ou tout ça ont normalement un vécu et doivent vivre dans votre univers. Donc oui, tes orques peut-être ils se lèvent un moment pour aller prendre la relève autre part ou justement aller au petit coin.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'où le pot à caca. Puisqu'il faut aller au petit coin. Mais voilà, il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit bien fait. S'il y a plusieurs factions dans votre donjon, que vous mettez plusieurs types de créatures, parce que d'un point de vue gameplay, on n'a pas envie de se taper, si c'est un gros donjon, des orques pendant 4 sessions, on a envie d'inclure d'autres créatures, et bah, libre à vous de le faire, mais dans ce cas, prévoyez l'infrastructure en conséquence. Donc peut-être que... d'ailleurs, pour le coup, Wizard font ça très bien dans certains scénarios. Vous avez des créatures qui sont capturées par la faction principale et qui est maintenue en captivité, qui lâche sur les ennemis un coup de temps en temps. Ça vous fait un combat qui change un peu, quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi vous en servir comme, comment dirais-je, scénaristiquement pour retourner la situation. Exemple, il y a une créature qui est maintenue dans une cage en hauteur. Les joueurs pourraient décider, ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur, mais ils pourraient décider de couper la corde qui maintient cette cage en l'air, cage qui va tomber, créature qui va se libérer. La créature, elle en veut à ses geôliers, hop, elle va attaquer les orques et hop, on retourne la situation. À la base, c'était un combat quasiment perdu d'avance. Évidemment, il n'est pas vraiment, mais où les joueurs étaient en difficulté, la créature allié de circonstances, fait un peu le ménage, tue 3-4 orques et s'en va par la suite. Ça peut être aussi, vous pouvez vous servir de ce genre de choses. Donc il faut que ce soit crédible, et si vous avez plusieurs factions dans votre donjon, moi j'aime bien toujours créer des petites rancœurs, des petits pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux, pensez à tout ça, voilà. Si vous avez des gobelins qui travaillent avec des hobgoblins, il faut l'expliquer. Voilà. Est-ce que toi tu as une anecdote, Fabrice, là-dessus, sur un donjon que tu aurais créé? J'en ai créé beaucoup des donjons. Après, je suis loin de faire les méga donjons en général. Je suis plutôt tendance à faire des méga cités. Donc, à un moment, j'avais créé vraiment un bac à sable où il y avait une campagne qui devait se dérouler sur une cité. Et j'avais créé vraiment toutes les factions et toutes les choses à faire que mes joueurs pouvaient aller et se déplacer tout du long. Et ils étaient normalement censés créer leur empire criminel. Bon, ils ont foutu le feu, ils ont dû s'enfuir, bref, voilà. Mais en soi, c'était un peu comme si tu avais un méga donjon à la place d'une ville. Ouais. Je vois ce que oui. mais une ville n'est-elle pas un donjon déguisé? Et oui, c'est avec ça. Les différentes factions qui gèrent Différentes ça, factions, les différents niveaux de la ville qu'il peut avoir, les bas quartiers, les hauts quartiers, les quartiers artisans, les zones de repos que tu peux prendre. La Ligue ne serait-elle pas un méga donjon? Vous avez 2 heures. Mais il y a plein de choses à faire, et une chose que je peux vous conseiller, que vous soyez dans des villes, surtout dans des villes d'ailleurs, quand vous faites ce genre de choses, c'est de créer une jauge de tension. J'avais fait ça pour Midnight personnellement. Alors, on était dans un contexte très particulier, littéralement de rebelles sous la domination d'une élite et de gardes qui voulaient faire respecter la loi, donc on allait clairement à l'encontre de ça. Et donc moi de mon côté, je gérais une jauge de tension. J'en avais 2, j'avais la tension et la pression, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, à chaque fois que vos joueurs font des actions qui peuvent influencer en bien ou en mal une des factions, et ben, vous pouvez gérer un peu un système de réputation, si vous préférez. Comme on peut le voir dans les jeux vidéo, en disant, bah là, ils viennent d'attaquer tel dealer qui travaille pour telle faction, ils ont été repérés, la faction sait donc que c'est eux qui ont attaqué directement leur dealer, donc et ben, ils leur en veulent. Ça peut prendre plein de formes. Si ils arrêtent pas de faire péter des choses dans la ville, qu'il y a des explosions, des choses comme ça, la ville va peut-être mettre plus de gardes en place. C'est peut-être pas dirigé directement contre eux, mais ils vont juste déployer de la garde pour plus de sécurité. Et donc, vous augmentez votre tension, vous prévoyez à l'avance les événements qui pourraient se passer à tel ou tel niveau de tension, et vous réagissez en conséquence de ça. C'est ça, le fameux action et conséquences que tu dois toujours avoir normalement lors de bonnes parties en fonction des actions de tes joueurs. Bah, faut prévoir ce qui va se passer. Bah c'est ça, mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein, du genre, ok, on déclenche un combat contre des gardes. Normalement, quand on est à la tension 1, des renforts de la garde arrivent au round 4. Donc bah, si ça te laisse du temps quand même, 4 rounds pour terminer ton truc. S'ils ont terminé avant, ils peuvent s'enfuir et la garde arrivera trop tard. Et puis plus la tension augmente, et finalement bah, des renforts vont arriver au round 2. Voilà. Là tu te retrouves, ah mince, voilà. C'est ce genre de choses qu'il faut gérer, quoi. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà.
Fabrice, as-tu quelque chose à rajouter? Penses-tu qu'on a fait le tour du sujet? Je pense qu'on a fait le tour du sujet et surtout, ne soyez pas impressionné sur le fait de vous lancer, hein. Comme je disais, n'hésitez pas à commencer petit et même que ce soit narrativement à commencer par un petit village quelque part comme ça, ou quand vous changez des trucs mécaniques, commencez à changer un objet, un petit objet. Lancez pas vous sur une classe, commencez par des objets magiques ou l'équivalent, hein, des armes dans les trucs de science-fiction etc. Et discutez-en à vos joueurs aussi en disant ah oui oui je tente des trucs et tout ça, n'hésitez pas aussi à désamorcer le fait est qu'ils doivent pas s'attendre non plus éventuellement à ce que quand vous commencez ou même plus tard, hein, quand vous faites du homebrew, s'ils s'attendent à le même niveau d'aventure, indépendamment du type de jeu ça peut varier, mais du niveau d'aventure que vous avez officiellement et quand tu fais tes trucs maison, à savoir de combien de temps tu as pour tout préparer, est-ce que ça va être autant, aussi mieux, ou au contraire, éventuellement, s'il reste éventuellement devoir comprendre que ce sera peut-être un peu moins bien quand même. Donc là, c'est à vous de parler aussi à vos joueurs. La communication, c'est toujours important, et surtout quand vous faites des homebrew. Ouais, c'est ça. Et moi, je rajouterais, n'oubliez pas que vous êtes joueur comme les autres. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais n'oubliez pas que ce sont eux les acteurs. Ce sont les joueurs qui vont prendre leurs décisions. Donc, n'allez pas. Vous pouvez avoir des préférences sur des choses que vous avez écrites ou prévues en disant bah telle chose, j'ai mis énormément de travail dessus, je veux absolument qu'ils aillent là. Un conseil que je peux vous donner, c'est ne mettez pas trop d'attentes sur ce que vont faire les joueurs et laissez-leur toujours la possibilité de faire les choix qu'ils veulent et réagissez en conséquence. Donc, au lieu de mettre 5 jours de travail sur un endroit et une demi-journée sur les autres, faites plutôt essayer d'être assez égal. Le même amour pour chacun de ses enfants, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas un enfant préféré, on va pas, évidemment. Bon, je sais que ça a été prouvé scientifiquement que finalement, apparemment, on aurait un enfant préféré. Moi, je me suis réellement posé la question. Je suis pas capable de décider entre l'un ou l'autre de mes enfants, donc je dois être un bon père. Mais ce que je veux dire par là, c'est que essayez de mettre l'effort constant sur chacune des briques que vous allez faire et vous verrez bien si les joueurs s'intéressent plus à une brique qu'aux autres. Après, rien ne vous empêche de dire ok, ils veulent vraiment faire ça. Je repars avec mon Assyrie. À la base, c'était un truc tout con. Et puis, j'ai mis un peu plus d'amour, j'ai mis un peu plus d'amour, j'ai mis un peu plus d'amour. Ça a fini par être quelque chose de très concret, de très cohérent, qui était beaucoup plus développé que, je sais pas, j'ai une connerie, mais l'abattoir dans lequel ils sont peut-être même pas passés, toi. Qui était resté en phase V1, si vous préférez. C'est ça. Et voilà. Soyez pas précieux sur vos créations. Voyez-les comme des brouillons au final, plutôt que des choses sacro-saintes, les 5 écritures, hein, comme on pourrait dire. Et non, soyez prêts à tant pis, recyclez-les aussi. C'est pas parce que vos joueurs n'ont pas été dans la direction que vous voulez, éventuellement vous pouvez recycler ça pour une autre intrigue ou une autre campagne. Ne soyez pas précieux forcément sur vos créations, étant donné que si vous le faites, ça risque de générer plus de frustration qu'autre chose de la part de vos joueurs qui se sentent ouais pourquoi on joue si c'est pour suivre une histoire, autant créer un roman à ce moment-là. Ouais, ça, ou jouer à un jeu vidéo, mais et là-dessus je serais d'accord avec eux. Donc faut toujours les laisser libres et ne soyez pas frustrés du fait qu'ils sont pas allés dans telle direction, qu'ils n'ont pas vu telle personne, tel PNJ que vous avez passé du temps à faire et tout ça. Faut juste pas être frustré de tout ça. Et je rajouterai une dernière chose, surtout. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'ont fait les autres avant vous, d'autres univers. N'allez pas copier, mais on peut s'inspirer. Vous êtes dans Donjons et Dragons, vous adorez Necromunda, et ben vous pouvez aller récupérer un concept de faction de Necromunda, vous pouvez aller récupérer un quartier, je sais pas moi, une bande, peu importe. Mais vous avez le droit de vous inspirer de ce que font les autres, mais ne pas copier. C'est un peu comme je disais avec les populations. Ça me dérange absolument pas que ce soit inspiré. Quand c'est copié, j'ai plus de problèmes. Voilà. Après, copier du Necromunda dans Donjons et Dragons, le premier qui y arrive, qui me fasse signe, ça m'intéresse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai le cerveau comme ça. J'ai certainement oublié 70 questions au milieu. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à poser les questions ou éventuellement si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Bon, restez correct dans les commentaires comme à chaque fois. Voilà, dessus ça va, je fais confiance aux gens. Mais il faut... C'est toujours compliqué comme discussion parce qu'on a envie de partir sur plein de choses, mais le homebrew en particulier, en fait, on aborde plein de sujets. Comment gérer sa campagne, comment improviser, le game design, tout
est lié en fait. Et on se retrouve à vouloir engager dans cette direction. C'est ah non, c'est une autre émission qu'il faut faire. Ah là, c'est une autre émission. Donc voilà. Là, on est vraiment sur la phase de création, comment je crée mes choses. Voilà. Et en général, quand vous créez, faites un premier jet et relisez-vous par la suite plus tard. On s'en fout des fautes, c'est pas ça que je veux dire, mais juste. Je pense que c'est Stephen King, il fait une draft, il touche pas pendant un mois et puis il y revient. Faut avoir le temps. Ouais. Faut avoir le temps. Mais oui, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé de lire des choses, mais même dans des scénarios. Vous voyez, on aborde aussi la question de création de scénarios. Des choses que j'ai créées qui s'emboîtaient parfaitement au moment que je les ai écrites. Et puis en les relisant, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que lui, il ferait ça à ce moment-là, alors que dans 3 sessions auparavant, il était parti dans tel autre pays, j'avais oublié ça. Voilà. Donc prenez des notes aussi. Oui. Prenez des notes. Pour l'inspire, surtout quand vous lancez en improvisation, prenez des notes. Je pense que dans la majorité des cas, on ne prend pas assez de notes. Ou alors enregistrez vos sessions. C'est un truc qu'à un moment j'avais fait pour essayer de m'améliorer en tant que MJ, surtout au niveau de l'addiction et d'autres genres que je voulais m'améliorer dessus. C'était m'enregistrer et voir à quel moment ça allait pas. Tu vois. Ouais. Il y avait des petits points. Ça, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai souvent donné. N'hésitez pas à vous enregistrer. On vous dit pas de publier les vidéos, les audios quelque part, mais juste enregistrez-vous, réécoutez-vous. Vous allez voir, vous allez vous énerver sur vous-même parce que vous faites des fautes de grammaire toutes les 3 phrases. Je sais, je fais du montage d'actual play dans lequel je suis. Je m'énerve à chaque fois. Pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Voilà. Donc, s'enregistrer, ça permet de savoir la chose qu'on a dit qui a pu être mal perçue. Ça arrive des fois en partie qu'on dit quelque chose, les joueurs l'ont pas bien compris. Après, on corrige, on dit ben non, mais c'était ça que j'avais dit. Tu te réécoutes, tu te dis ah, mais non, en fait, j'avais pas du tout dit ça. C'est normal que le joueur il ait compris ça de cette façon. C'est moi qui me suis emmêlé tout seul. Même des fois, tu es tellement dans ton rôle de MJ que tu vois pas l'expression de tes joueurs. Enfin, et surtout s'ils ont la caméra, si vous jouez en distance ou si vous avez la visu sur le visage de vos joueurs à ce moment-là, et ils sont en mode. Lors de tes descriptions, bah, tu comprends qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu ça. Donc voilà, bonne chance avec tout ça. Moi, j'ai hâte de lire vos créations et vos choses comme ça. N'oubliez pas qu'on a un Discord et qu'en ce moment, sur le Discord, il y a un concours qui est lié au l'Actual Play Numenera, un concours de création et de choses comme ça sur Numenera. Que représente Numenera pour vous, ce que vous aimeriez y faire, etc. etc. Donc, bah, c'est tout du homebrew, voilà. C'est un concours de création, vous pouvez y aller. Et puis voilà, merci Fabrice de m'avoir accompagné sur ces 2 heures d'émission, quasiment. Merci à toi de m'avoir invité. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Abonnez-vous, que ce soit à Rollis TV ou au Bazar d'Actilion, si c'est pas déjà fait. Mettez des petits pouces, vous avez le lien pour retrouver Fabrice chez Rollis TV dans la description. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut! Prochaine fois.